Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo, épisode numéro 16 si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous lirons la suite et fin du livre 8e de la deuxième partie. Dans un premier temps de lecture, nous lirons le chapitre 5 et 6. Ça fera pas très long. Ensuite, on fera une petite pause et on enchaînera avec le chapitre 7 et 8 du coup. Ce qui clôturera le livre. Je suis obligé de faire cette découpe dans le sens où si je veux couper... en gros, la lecture de ce soir, ça va être à peu près 40 pages. Et si je veux couper 20 pages, ça coupe vraiment en plein milieu d'un chapitre. Donc je préfère faire cette découpe pour que les unités de sens soient au maximum respectées, même si ça fait des périodes de lecture déséquilibrées. De toute manière, peu importe, vous avez comme d'habitude dans la barre de lecture de la vidéo YouTube ou dans la description de la vidéo YouTube si vous me regardez en rediffusion, tous les timecodes, tout le chapitrage vous permettant de passer l'intro, de passer les pauses et d'aller directement où bon vous semble dans la lecture à n'importe quel chapitre. Ça peut vous servir de marque-page si vous voulez retourner sur la vidéo plusieurs fois, parce que c'est vrai que bon, c'est souvent des vidéos d'1 h 30, 2 heures, si ce n'est plus parfois. Donc voilà, vous avez tous les outils en votre main pour passer la meilleure lecture possible. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec une courte introduction, quoique, je dis courte, elle risque de s'allonger un petit peu, je sais pas, je vais essayer de faire au plus efficace, mais j'ai pas mal de choses à m'entretenir avec vous, enfin dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Et il y a dans ce lot de choses beaucoup d'annonces. Donc, je vous conseille vraiment de regarder cette introduction, même si vous aimez pas forcément m'entendre parler, parce que là, je vais donner sur un assez long terme le programme de ce qui va se passer en live, et même pas que en live d'ailleurs, mais des choses qui vont vous impliquer également. Et ce qui va faire que vous allez pouvoir un peu mieux saisir, savoir ce qui va se passer dans les temps à venir et comment vont s'organiser les lives et ainsi de suite. Bref, je suis hyper général, hyper flou, je vais entrer dans le détail, ça sera beaucoup plus clair. Je vous invite tout d'abord à bien vous installer tranquillement, agréablement, avec à boire, à manger. Je vous souhaite bon courage, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire en regardant ce live. Et je vous souhaite de passer un doux moment en ma compagnie. Santé à tous les amis. Oh, oh ma boisson est parfaite là. Un bonsoir l'écoute aux portes, bienvenue sur ce live, merci d'être là, ça fait plaisir, comment tu vas? Et du coup, oui, nous sommes mardi, c'est le premier live de la semaine, donc déjà, il y a pas mal de choses à dire sur la semaine à venir, qui promet des choses intéressantes, puisque en fait on est un petit peu dans la, comme je le disais souvent ces derniers temps, dans la dernière phase de rush, avant que je fasse une grosse pause, cette grosse pause annuelle j'ai envie de dire, où pendant 2-3 semaines je m'éclipse de tout réseau, de toute technologie, et donc forcément je ne fais pas de live. Donc voilà, je vais un petit peu revenir là-dessus. Cette semaine, L'homme qui rit aujourd'hui, L'homme qui rit vendredi à 21 h. Ce qui risque d'être le dernier épisode, je sais pas encore comment je vais découper la fin, mais soit ça sera vendredi, soit ça sera mardi dans une semaine. Donc voilà, sachez que on touche à la fin de cette lecture, enfin. De toute façon, vous le voyez là. Ensuite, mercredi, donc demain, à 21 h pour la journée gaming sur la chaîne Planétéo. Nous partirons sur les mers, puisque nous partirons pour la présentation de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves, si tout se passe bien, parce que bon, en ce moment le jeu est quand même pas mal buggé, donc j'espère que le jeu sera sorti, enfin que la mise à jour sera sortie dans les temps et en bon état pour qu'on puisse la poncer en fait. Donc voilà, j'espère que ça arrivera, mais ça devrait arriver. Vous pourrez me voir également jeudi soir à 21 h sur la chaîne de Cora Live pour la suite de notre jeu de rôle The Twitcher, dont Cora est le maître du jeu, et dont je suis joueur accompagné de Easy Hug, de Le Jérôme Légendaire, et de Stérébule, anciennement Sterdenko. Donc voilà, soyez là également, ça fera plaisir. Donc voilà, vendredi j'ai déjà dit, et enfin dimanche on termine à 15 h avec, comme d'habitude, un petit live de découverte de l'univers de League of Legends qui sera dédié au champion Zac. Voilà, ça c'est le planning de la semaine.
Mais sachez que nous sommes à 3 semaines grosso modo de l'arrêt des lives, puisque le dernier live de la saison aura lieu le dimanche 5 juillet 2020 à 15 h. Donc voilà, soyez conscients de ça, ça arrive à grands pas. Dans les semaines à venir, il devrait y avoir peut-être des chamboulements, il devrait peut-être y avoir des bousculades de live. Donc je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord pour avoir toutes les infos en temps et en heure, sachant que je prévois toujours le lundi ce qui va se passer dans la semaine, et puis s'il y a des imprévus, je vous redis de toute manière au cours de la semaine, il n'y a pas de souci. Sachez que grosso modo pour ces 3 semaines qui nous restent, en fait ouais ça fait vraiment 3 semaines, donc pour ces 3 semaines qui nous restent, sachez que pour ce qui concerne les lectures, donc le mardi et le vendredi 21 h, nous allons terminer l'homme qui rit, comme je le disais, soit ce vendredi, soit mardi d'après. Et ensuite, soit je partirai sur totalement des lives d'autres choses parce que j'ai pas envie d'entamer une œuvre maintenant et d'attendre un mois avant de la reprendre avec vous en live. Donc soit je partirai sur totalement autre chose, par exemple des lives de musique, j'en ai fait récemment, mais c'est vrai que j'en ai pas fait depuis quelques semaines déjà, et ça me manque, j'aime beaucoup ces types de lives. Donc voilà, ce serait peut-être l'occasion de remplacer les lives de lecture par des lives de musique exceptionnellement, ou bien par d'autres lives de lecture, mais peut-être de choses un peu plus courtes. Je pensais notamment vous lire peut-être des textes de ma composition disponibles sur mon Wattpad Planétéo. Je vous ai déjà fait la lecture notamment de mes nouvelles contes, et je vous ai fait également la lecture de mon premier recueil de poèmes, si je ne m'abuse. Donc je ne vous ai pas encore fait la lecture de mon second recueil de poèmes, ni de mon roman, ni de mes chroniques. Donc voilà, il y a encore 3 choses que j'ai écrites qui sont publiées sur Wattpad que je pourrais vous lire en live. Ça pourrait faire aussi l'objet de un ou plusieurs lives. Sinon, concernant les lives gaming du mercredi, on a terminé Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire à la suite, mais de la même manière, j'ai pas envie de commencer un nouveau jeu qui va nous demander une assiduité. J'ai pas envie de commencer une campagne solo par exemple avec une histoire qu'on aurait envie de suivre et puis que dans 3 semaines je vous dis ah bah non, la suite dans un mois. Je trouve ça un peu naze, surtout que demain on a déjà le programme, donc ça voudrait dire qu'il reste que 2 lives derrière. Du coup je vais peut-être faire des jeux un petit peu plus one shot ou bien qui jouent en partie. Donc je sais pas, soit on repartira sur du Sea of Thieves dans les 2 semaines qui restent, soit je partirai, je dis n'importe quoi, je dis ce qui me passe par la tête vraiment, donc peut-être Twitch Things, peut-être For the King, ça m'aiderait, enfin ça me plairait bien je pense de faire For the King, peut-être la première campagne en 2 fois, c'est peut-être faisable, je suis pas sûr. Peut-être la suite de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, je vous avais dit qu'on enchaînerait ça, mais j'avoue que je suis pas trop sûr de vouloir y retourner. C'est un jeu que j'ai bien apprécié, mais je pense pas suffisamment pour que je le ponce à l'infini. Donc c'est une possibilité, mais voilà, j'ai pas de programme définitif. Sachez que voilà, ça va pas mal être bouleversé dans les semaines à venir, comme je vous l'ai déjà dit. Enfin, pour les lectures de découverte de l'univers de League of Legends le dimanche, là il y aura pas de changement du tout, pas de soucis. On continuera ça jusqu'à dimanche 5 juillet à 15 h. Il y aura peut-être même du rab, peut-être potentiellement faire un live de découverte supplémentaire à la place d'une lecture ou ce genre de choses. En tout cas, sachez que je vais essayer au minimum de garder 4-5 lives par semaine comme actuellement. Jusqu'au 5 juillet, grosso modo. Mais ce n'est pas tout, puisque il nous reste également une émission de Ça me rappelle une histoire, la dernière de la saison. Je vous en parlais lors du dernier, justement de la dernière édition. D'ailleurs, vous m'avez vraiment fait des commentaires super sympas sur cette édition, donc encore merci. C'était vraiment sympa à partager avec vous. L'émission Ça me rappelle une histoire reviendra une dernière fois pour cette saison, le samedi 27 à 21 h. Donc si vous voulez y participer, soyez au rendez-vous. Le thème, je ne peux pas encore le donner, j'hésite entre 2, ça va dépendre de préparation, on va dire. Donc, je vous dis pas précisément, ça va être entre 2 thèmes. Sachez juste que, peu importe lequel de ces 2 thèmes,
vu que c'est le 10e épisode et que c'est le dernier de la saison, je vais essayer, je promets rien parce que si je promets vous risquez d'être déçus, mais je vais essayer de faire un truc un petit peu sympathique, voilà, qui clôture la saison d'une belle manière, ou du moins d'une manière un peu originale. Donc voilà. Cette fois-ci, je pense vous avoir donné plus ou moins tous les rendez-vous sur les 3 semaines à venir. En ce qui concerne les lives, puisqu'il y a également d'autres choses. Pas plus tard qu'hier, j'arrive même plus à... J'ai plus du tout de temporalité, c'est terrible. Je crois que c'était hier. Ouais, si, ça devait être hier. Pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré le chant pour ma chanson Listen pour mon nouvel album. Enfin, pour mon nouvel album, pour mon album, mon premier album. Et donc, maintenant que j'ai enregistré le chant, la batterie, la basse, la guitare et le chant sont enregistrés. Il me reste à faire le mix. Ça risque d'être long, ça risque d'être compliqué. Je suis totalement autodidacte. Je ne suis pas ingénieur son. Donc, et puis je fais pas que ça, donc j'ai pas forcément le temps de m'y mettre jour et nuit. Donc voilà, je vais essayer, je dis bien essayer, encore une fois je croise les doigts mais je ne promets rien. Je vais essayer de faire le mix son le plus vite possible, mais j'ai aussi envie de le faire de la meilleure qualité possible, donc tant pis si ça prend trop de temps, bah tant pis. Mais je vais essayer de le faire bien et rapidement. Surtout que si je me rends compte que les prises voix ne sont pas bonnes, va falloir que je les réenregistre, etc. Donc ça redonnera du délai, mais bon bref. Ensuite, il faudra que je fasse le montage vidéo. Bon, ça devrait pas être très compliqué parce que je vais juste mettre une image de fond et la musique au-dessus, hein, mais bon bref. Mais en tout cas, j'espère vous sortir cette chanson avant justement que je sois indisponible. Et donc j'espère vous sortir ça grosso modo. Ouais, on va dire avant le 5 juillet. Après, le truc, c'est que j'ai des choses dans ma vie privée personnelle qui me demandent, entre guillemets. Donc, admettons, je vais essayer avant le 5 juillet. C'est possible aussi que ça arrive jusqu'au 11 juillet éventuellement. Mais après ça, ça me semble chaud. Disons que si le 11 juillet, je vous ai pas posté cette chanson, c'est qu'elle arrivera pas avant fin juillet, pour le coup. Voilà. Parce que forcément, sans technologie et sans réseau, je vais pas pouvoir faire de la musique. Je pense avoir tout dit, à l'exception d'une information, d'une annonce qu'il me tarde aussi encore de vous faire. Alors les gens sur Discord sont déjà au courant, et puis même certains d'entre vous le sont déjà parce que j'en parle assez souvent. Mais j'organise un tournoi de jeux vidéo. D'ailleurs, bonsoir Loon, merci d'être là, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Loon, d'ailleurs, sera a priori participante. J'organise un tournoi de jeux vidéo, alors attention, c'est un tournoi tout à fait pour le fun, il n'y a rien à gagner, ça va être juste de l'éclate. Et c'est aussi une pré-alpha, c'est l'édition pré-alpha, donc si vous voulez être participant à l'édition pré-alpha des Jeux vidéo olympiques, je vous invite à rejoindre mon Discord. Sur le Discord, vous trouverez trois salons qui sont dédiés à cet événement, qui expliquent dans le détail les règles, le déroulé, etc., etc., des épreuves et tout, en fait. Donc voilà, il y aura vraiment tous les détails là-bas. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord si ça vous intéresse, cet événement. Sachez d'ailleurs que, vu que c'est une pré-alpha, c'est un événement qui sera un petit peu plus à l'arrache peut-être que les éditions ultérieures. C'est-à-dire que justement, le but, c'est de voir si j'arrive à organiser ça, si tout fonctionne comme je l'aurais voulu, parce que j'ai dû créer un système de points, un système de tournois en fait, etc., etc. Voir si on arrive bien à se capter avec tout le monde. Enfin voilà. Disons que c'est vraiment un test sur un test du format en fait, un peu un crash test en soi. Donc n'hésitez pas, sachez que pour la première édition du coup, vu que c'est un crash test, ça se passera exclusivement sur Discord, si possible en vocal, pour ceux qui le peuvent, et ça aura lieu justement ce 5 juillet, ça sera notre dernier rendez-vous et notre dernier contact a priori pour quelques semaines, donc n'hésitez pas à rejoindre les Jeux vidéo olympiques. Édition pré-alpha
le dimanche 5 juillet à 20h30 sur mon Discord. Les épreuves du jour seront: première épreuve, Scribble.io, donc en gros une sorte de dessiner c'est gagné par navigateur. La deuxième épreuve sera GeoGuessr, un jeu où vous êtes lancé dans une Google Map, dans une rue totalement aléatoire du monde, et où vous devez retrouver grosso modo où vous êtes, le plus précisément possible. Et enfin l'épreuve 3 aura lieu sur Brawlhalla. Brawlhalla, jeu gratuit sur Steam qui ressemble énormément à Smash Bros. Et grosso modo, on fera un petit arbre et des poules, je pense, ça dépendra du nombre de participants. Donc voilà, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord, à vous inscrire. Les inscriptions des équipes sont ouvertes depuis aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je suis déjà inscrit avec le bro. Donc moi et mon frère concourirons pour cet événement, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment hâte, ça va me faire bien délirer, je pense, ça va être bien fun. Tout est sous le ton de la bonne humeur. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc voilà, c'est vraiment passer un bon moment ensemble, s'amuser. J'estime que voilà, comme je le disais, ça sera 20h30. J'aimerais que grosso modo le tournoi dure 3 heures, à peu près 1 heure par épreuve. J'estime qu'en vérité ça durera certainement 4 heures, étant donné que y a toujours des imprévus dans ce genre de choses. Étant donné que selon le nombre de participants, il y aura peut-être pas mal de gens à gérer. Donc va falloir peut-être que je sois aussi médiateur, hein. Peut-être falloir aussi que je vous dise, bon ok, un tel tu fais ça, un tel tu fais ça, etc. Bref, pour que tout se goupille dans les meilleures dispositions possibles. Donc voilà, j'estime, puis on fera certainement des petites pauses entre les épreuves pour que les gens puissent se reposer, etc. Donc voilà, j'estime qu'on partira certainement sur 4 heures, donc admettons 20h30, minuit 30. J'aimerais ne pas faire durer davantage, parce que j'ai pas envie que vous vous ennuyiez, vous dire oh là ça fait 5 heures, ça fait 6 heures, un peu plus. Et puis aussi j'ai pas envie que ça dure trop tard dans la nuit pour pas vous monopoliser trop longtemps. Mais voilà, sachez encore une fois que c'est une édition alpha, donc je vais essayer d'être arrangeant au maximum, mais ça risque d'être un petit peu à l'arrache. Donc si vous faites le pas de venir participer, je vous remercie d'avance de bien vouloir être les bêta-testeurs, entre guillemets, de ce concept. Wally Walou. Je vais te démonter aux Jeux vidéo olympiques. Ah, on verra ça, Loun, on verra ça. Je ne demande que ça, moi. Hein. Je demande à ce qu'il y ait de la compète, ça peut être bien drôle. Mais ouais. Enfin, de toute manière, vraiment, allez checker sur Discord. J'ai vraiment mis le détail des règles parce qu'il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé, mais qui sont, je pense, assez sympas. Il y a l'épreuve reine qui vous donne un multiplicateur de points. Enfin, il y a tout un tas de petites choses comme ça glissées qui, je l'espère, feront de l'événement un rendez-vous de bonne humeur, de bienveillance, d'amour, de rire, d'amusement et de cassage de cul. Voilà, voilà. Écoutez, on a fait un bon gros tour de l'actualité planétéoesque. Ça se dit pas du tout. Planétesque, ça passe mieux. Bref. Donc, vous savez à quoi vous attendre pour les semaines à venir. Vous savez ce qu'il va advenir, sachant que 5 juillet, grosso modo, c'est les derniers lives Jeux vidéo olympiques. Et ensuite, plus de live jusqu'à, je pense, fin juillet. Grosso modo, pour résumer. On va pouvoir passer à ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, la lecture de l'homme qui rit. Nous prenons la suite directe du livre 8ème, deuxième partie, puisque la dernière fois, nous avons lu les chapitres 1 à 4 de ce livre 8ème. Et aujourd'hui, nous lirons les chapitres 5 à 8 pour le clôturer. La dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que on a eu malheureusement un petit ventre mou dans l'histoire, avec pas mal de chapitres très intéressants, mais qui sortent un petit peu du récit, dans le sens où c'était beaucoup d'informations historiques, d'informations, de références historiques et de comment dire,
d'informations sur l'organisation de la société londonienne, de la Chambre des Lords, etc., enfin de la noblesse, etc. Voilà, c'était beaucoup de réflexions sur ce système, sur ce gouvernement. Beaucoup de noms aussi, exactement, Loon. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu plus pesant, un petit peu plus pompeux. J'espère que dans le live d'aujourd'hui, on va retourner sur Gwynplaine et sur ses préoccupations et sur ce qu'il fait, donc vraiment sur le récit, sur ce qui advient de ce personnage dans son environnement. Je pense que ça sera le cas parce que on a déjà été habitué à ça par Victor Hugo, qu'il nous dresse un portrait très large et très détaillé pour qu'on ait une toile de fond bien complète, bien décrite, et qu'ensuite ça serve le récit. Donc j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Allez, on va partir cette fois-ci. Je savais que j'aurais dû dire non à mon père pour manger des frites aujourd'hui. D'habitude, je refuse toujours de manger des frites avant un live de lecture. J'en ai déjà parlé lors des derniers lives, mais c'est vrai que ça implique plein de choses, les lives de lecture dans ma vie, vous vous rendez pas compte. Notamment le fait que normalement je ne mange pas de frites le jour d'un live de lecture. Alors que je suis du nord de la France, alors pour moi les frites, vous savez. Mais ouais, manger des frites lors d'un live de lecture, très mauvais plan. Ça me rend la lecture compliquée. Bref, bonne écoute à tous, bonne écoute Loon, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Comme je le disais, la première partie de lecture de ce soir sera relativement courte et la seconde sera relativement longue, mais c'est simplement qu'on puisse faire 2 chapitres et 2 chapitres. Voilà. A tout à l'heure pour la pause d'ici une vingtaine de minutes. Livre 8e, suite et fin. 5. Causeries altières. Peu à peu, les bancs de la chambre se garnirent. Les lords commencèrent à arriver. L'ordre du jour était le vote du bill augmentant de 100 000 livres sterling la dotation annuelle de Georges de Danemark, duc de Cumberland, mari de la reine. En outre, il était annoncé que divers bills consentis par Sa Majesté allaient être apportés à la Chambre par des commissaires de la couronne ayant pouvoir et charge de les sanctionner, ce qui érigeait la séance en séance royale. Les pairs avaient tous leur robe de parlement par-dessus leur habit de cour ou de ville. Cette robe, semblable à celle dont était revêtue Gwynplaine, était la même pour tous, sinon que les ducs avaient 5 bandes d'hermine avec bordure d'or, les marquis 4, les comtes et les vicomtes 3 et les barons 2. Les lords entraient par groupes. On s'était rencontrés dans les couloirs, on continuait les dialogues commencés. Quelques-uns venaient seuls. Les costumes étaient solennels, les attitudes point, ni les paroles. Tous, en entrant, saluaient le trône. Les pairs affluaient. Ce défilé de noms majestueux se faisait à peu près sans cérémonial, le public étant absent. Leicester entrait et serrait la main de Lichfield. Puis Charles Mordaunt, comte de Peterborough et de Monmouth, l'ami de Locke, sur l'initiative duquel il avait proposé la refonte des monnaies. Puis Charles Campbell, comte de Loudun, prêtant l'oreille à Fulk Greville, Lord Brooke, puis Dorme, comte de Caernarvon, puis Robert Sutton, baron Lexington, fils du Lexington qui avait conseillé à Charles II de chasser Gregorio Leti, historiographe assez mal avisé pour vouloir être historien. Puis Thomas Bellassise, vicomte Falconberg, ce beau vieux, et ensemble les 3 cousins Howard, comte de Bindon, Bower Howard, comte de Berkshire, et Stafford Howard, comte de Stafford. Puis John Lovelace, baron Lovelace dont la pairie éteinte en 1736, permit à Richardson d'introduire Lovelace dans son livre et de créer sous ce nom un type. Tous ces personnages diversement célèbres dans la politique ou la guerre, et dont plusieurs honorent l'Angleterre, riaient et causaient. C'était comme l'histoire vue en négligé. En moins d'une demi-heure, la chambre se trouva presque au complet. C'était tout simple, la séance étant royale. Ce qui était moins simple, c'était la vivacité des conversations. La chambre, si assoupie tout à l'heure, était maintenant en rumeur comme une ruche inquiétée. Ce qui l'avait réveillée, c'était l'arrivée des lords en retard. Ils apportaient du nouveau. Chose bizarre, les pairs qui, à l'ouverture de la séance, étaient dans la chambre, ne savaient point ce qui s'y était passé, et ceux qui n'y étaient pas le savaient. Plusieurs lords arrivaient de Windsor. Depuis quelques heures, l'aventure de Gwynplaine s'était ébruitée. Le secret est un filet.
qu'une maille se rompe, tout se déchire. Dès le matin, par suite des incidents racontés plus haut, toute cette histoire d'une pairie retrouvée sur un tréteau et d'un bateleur reconnu lord avait fait éclat à Windsor dans les privés royaux. Les princes en avaient parlé, puis les laquais. De la cour, l'événement avait gagné la ville. Les événements ont une pesanteur, et la loi du carré des vitesses leur est applicable. Ils tombent dans le public et s'y enfoncent avec une rapidité inouïe. À 7 heures, on n'avait pas à Londres vent de cette histoire. À 8 heures, Gwynplaine était le bruit de la ville. Seuls les quelques lords exacts qui avaient devancé l'ouverture de la séance ignoraient la chose, n'étant point dans la ville où l'on racontait tout et étant dans la chambre où ils ne s'étaient aperçus de rien. Sur ce, tranquilles sur leurs bancs, ils étaient apostrophés par les arrivants, tout émus. « Eh bien, disait Francis Brown, vicomte Mountacute, au marquis de Dorchester. Quoi? Est-ce que c'est possible? Quoi? L'homme qui rit. Qu'est-ce que c'est l'homme qui rit? Vous ne connaissez pas l'homme qui rit? Non. C'est un clown, un boy de la foire, un visage impossible qu'on allait voir pour 2 sous, un saltimbanque. Après? Vous venez de le recevoir, père d'Angleterre. L'homme qui rit, c'est vous, milord Mountacute. Je ne ris pas, milord Dorchester. Et le vicomte Mountacute faisait un signe au clerc du Parlement, qui se levait de son sac de laine et confirmait à leur seigneurie le fait de l'admission du nouveau père. Plus les détails. Tiens, disait lord Dorchester, je causais avec l'évêque d'Ely. Le jeune comte d'Annesley abordait le vieux lorder, lequel n'avait plus que 2 ans à vivre, car il devait mourir en 1707. Milord Eyre, milord Annesley, avez-vous connu Lord Linus Clancharlie? Un homme d'autrefois, oui. Qui est mort en Suisse? Oui, nous étions parents. Qui avait été républicain sous Cromwell et qui était resté républicain sous Charles II. Républicain? Pas du tout. Il boudait. C'était une querelle personnelle entre le roi et lui. Je tiens de source certaine que Lord Clancharlie se serait rallié si on lui avait donné la place de chancelier qu'a eu Lord Hyde. Vous m'étonnez, Milord Eyre. Milord Eyre, on m'avait dit que ce Lord Clancharlie était un honnête homme. Un honnête homme, est-ce que cela existe? Jeune homme, il n'y a pas d'honnête homme. Mais Ketton, vous croyez à Ketton, vous? Mais Aristide, on a bien fait de l'exiler. Mais Thomas Morus, on a bien fait de lui couper le cou. Et à votre avis, Lord Clancharlie était de cette espèce. D'ailleurs, un homme qui reste en exil, c'est ridicule. Il y est mort. Un ambitieux déçu. Oh, si je l'ai connu, je crois bien, j'étais son meilleur ami. Savez-vous, milord Eyre, qu'il s'était marié en Suisse? Je le sais à peu près. Et qu'il a eu de ce mariage un fils légitime. Oui, qui est mort? Qui est vivant? Vivant? Vivant. Pas possible. Réel, prouvé, constaté, homologué, enregistré. Mais alors, ce fils va hériter de la pairie de Clancharlie? Il ne va pas en hériter. Pourquoi? Parce qu'il en a hérité. C'est fait. C'est fait? Tournez la tête, milord Eyre. Il est assis derrière vous, au banc des barons. Lord Eyre se retournait, mais le visage de Gwynplaine se dérobait sous sa forêt de cheveux. Tiens, disait le vieillard, ne voyant que ses cheveux, il a déjà adopté la nouvelle mode. Il ne porte pas perruque. Grantham abordait Culpeper. En voilà un qui a attrapé. Qui ça? David Dirry-Moir. Pourquoi ça? Il n'est plus père. Comment ça? Et Henry Overkirk, comte de Grantham, racontait à John, baron Culpeper, toute l'anecdote. La bouteille épave portée à l'amirauté, le parchemin des Comprachicos, le ius regis contresigné Jeffrey, la confrontation dans la cave pénale de Southwark, l'acceptation de tous ces faits par le lord chancelier et par la reine, la prise du test dans le rond-point vitré et enfin l'admission de lord Fermain Clancharlie au commencement de la séance, et tous deux faisaient effort pour distinguer entre lord Fitzwalter et lord Arundel la figure dont on parlait tant du nouveau lord, mais sans y mieux réussir que lord Eyre et lord Annesley. Gwynplaine, du reste, soit hasard, soit arrangement de ses parrains avertis par le lord chancelier, était placé dans assez d'ombre pour échapper à la curiosité. « Où ça? Où est-il » C'était le cri de tous en arrivant, mais aucun ne parvenait à le bien voir. Quelques-uns qui avaient vu Gwynplaine à la Green Box étaient passionnément curieux, mais perdaient leur peine. Comme il arrive quelquefois qu'on embastille prudemment une jeune fille dans un groupe de douairières, Gwynplaine était comme enveloppé par plusieurs épaisseurs de vieux lords infirmes et indifférents. Des bons hommes qui ont la goutte sont peu sensibles aux histoires d'autrui.
On se passait de main en main des copies de la lettre, en 3 lignes que la duchesse Josiane avait, affirmait-on, écrite à la reine sa sœur, en réponse à l'injonction que lui avait faite sa majesté d'épouser le nouveau père, l'héritier légitime des Clancharlie, lord Fermain. Cette lettre était ainsi conçue. Madame, j'aime autant cela, je pourrais avoir lord David pour amant. Signé Josiane. Ce billet, vrai ou faux, avait un succès d'enthousiasme. Un jeune lord, Charles d'Ockhampton, baron Mohun, dans la faction qui ne portait pas perruque, le lisait et le relisait avec bonheur. Lewis de Duras, comte de Feversham, anglais qui avait de l'esprit français, regardait Mohun et souriait. « Eh bien, s'écriait lord Mohun, voilà la femme que je voudrais épouser. » Et les voisins des 2 lords entendaient ce dialogue entre Duras et Mohun. « Épouser la duchesse Josiane, lord Mohun ? Pourquoi pas ? Peste ! On serait heureux, on serait plusieurs. Est-ce qu'on n'est pas toujours plusieurs ? Lord Mohun, vous avez raison. En fait de femmes, nous avons tous les restes les uns des autres. Qui est-ce qui a eu un commencement ? Adam, peut-être. Pas même. Au fait, Satan. Mon cher, concluait Lewis de Duras, Adam n'est qu'un prête-nom. Pauvre dupe, il a endossé le genre humain. L'homme a été fait à la femme par le diable. Hugo Cholmeley, comte de Cholmeley, fort légiste, était interrogé du banc des évêques par Nathanaël Crou, lequel était 2 fois père temporel, étant baron Crou, et père spirituel, étant évêque de Durham. « Est-ce possible ?» disait Crou. « Est-ce régulier ?» disait Cholmeley. « L'investiture de ce nouveau venu s'est fait hors de la chambre, reprenait l'évêque, mais on affirme qu'il y a des précédents. Oui, Lord Beauchamp sous Richard II, Lord Chenay sous Élisabeth, et Lord Broghill sous Cromwell. Cromwell ne compte pas. Que pensez-vous de tout cela ? Des choses diverses. Milord, comte de Cholmeley, quel sera le rang de ce jeune Fermain Clancharlie dans la chambre ? Milord évêque, l'interruption républicaine ayant déplacé les anciens rangs, Clancharlie est aujourd'hui situé dans la pairie entre Barnard et Somers, ce qui fait que, dans un cas de tour d'opinion, Lord Fermain Clancharlie parlerait le 8e. En vérité, un battleur de place publique. L'incident en soi ne m'étonne point, milord évêque, ces choses-là arrivent, il en arrive de plus surprenantes. Est-ce que la guerre des 2 roses n'a pas été annoncée par l'assèchement subit de la rivière House en Bedford, le 1er janvier 1399 ? Or, si une rivière peut tomber en sécheresse, un seigneur peut tomber dans une condition servile. Ulysse, roi d'Ithaque, fit toutes sortes de métiers. Fermain Clancharlie est resté lord sous son enveloppe d'histrion. La bassesse de l'habit ne touche point la noblesse du sang, mais la prise du test et l'investiture hors séance, quoique légales à la rigueur, peuvent soulever des objections. Je suis d'avis qu'il faudra s'entendre sur la question de savoir s'il y aurait lieu plus tard à questionner en conversation d'État le lord chancelier. On verra dans quelques semaines ce qu'il y aura à faire. » Et l'évêque ajoutait. « C'est égal. C'est une aventure comme on n'en a pas vu depuis le comte Gesbodus. » Gwynplaine, l'homme qui rit, Lynn Tadcaster, la Greenbox, Chaos vaincu, la Suisse, Chilon, les Comprachicos, l'exil, la mutilation, la République, Jeffrey, Jack II, le Jussus Regis, la bouteille ouverte à l'amirauté, le père, Lord Linus, le fils légitime, Lord Fermain, le fils bâtard, Lord David, les conflits probables, la duchesse Josiane, le Lord chancelier, la reine, tout cela courait de banc en banc. Une traînée de poudre, c'est le chuchotement. On s'en ressassait les détails. Toute cette aventure était l'immense murmure de la chambre. Gwynplaine, vaguement, au fond du puits de rêverie où il était, entendait ce bourdonnement sans savoir que c'était pour lui. Cependant, il était étrangement attentif, mais attentif aux profondeurs, non à la surface. L'excès d'attention se tourne en isolement. Une rumeur dans une chambre n'empêche point la séance d'aller son train, pas plus qu'une poussière sur une troupe ne l'empêche de marcher. Les juges, qui ne sont à la chambre haute que de simples assistants, ne pouvant parler qu'interroger, avaient pris place sur le 2e sac de laine, et les 3 secrétaires d'État sur le 3e. Les héritiers de Pairie affluaient dans leurs compartiments à la fois dehors et dedans, qui étaient en arrière du trône. Les pairs mineurs étaient sur leur gradin spécial. En 1705, ces petits lords n'étaient pas moins de 12. Huntingdon, Lincoln, Dorset, Warwick, Bath, Burlington, Derwentwater, destiné à une mort tragique, Longueville, Lonsdale, Dudley, Henward, et Carteret, ce qui faisait une marmaille de 8 comtes, de 2 vicomtes et de 2 barons. Dans l'enceinte, sur les 3 étages de bancs, chaque lord avait regagné son siège. Presque tous les évêques étaient là. Les ducs étaient nombreux, à commencer par Charles Seymour, duc de Somerset,
et à finir par George Augustus, prince électoral de Hanovre, duc de Cambridge, le dernier en date et par conséquent le dernier en rang. Tous étaient en ordre, selon les préséances. Cavendish, duc de Devonshire, dont le grand-père avait abrité à Hardwicke les 92 ans de Hobbes, Lennox, duc de Richmond, les trois Fitzroy, le duc de Southampton, le duc de Grafton et le duc de Northumberland, Butler, duc d'Ormont, Somerset, duc de Beaufort, Beauclerc, duc de Saint-Alban, Powlett, duc de Bolton, Osborne, duc de Leeds, c'est dur à dire, excusez-moi, Wriothesley, Russell, duc de Bedford, ayant pour cri d'armes et pour devise Que Sara Sara, c'est-à-dire l'acceptation des événements, Sheffield, duc de Buckingham, Manners, duc de Rutland, et les autres. Ni Howard, duc de Norfolk, ni Talbot, duc de Shrewsbury, ne siégeaient, étant catholiques, ni Churchill, duc de Marlborough, notre Malbrook, qui était en guerre et battait la France en ce moment-là. Il n'y avait point alors de ducs écossais, Queensberry, Montrose et Roxburgh, n'ayant été admis qu'en 1707. Merci Black Butler Life pour le follow, et merci Zikael d'avoir encore pris un abonnement pour un mois supplémentaire. Tu fais super plaisir, vous faites super plaisir, merci à tous. Je vous reviens pour la pause dans quelques minutes. 6. La haute et la basse. Tout à coup, il y eut dans la chambre une vive clarté. 4 doorkeepers apportèrent et placèrent des deux côtés du trône 4 hautes torchères candélabres chargées de bougies. Le trône, ainsi éclairé, apparut dans une sorte de pourpre lumineuse, vide mais auguste. La reine dedans n'y eut pas ajouté grand-chose. L'huissier de la Verge Noire entra, la baguette levée, et dit « Leur Seigneurie, les commissaires de Sa Majesté. » Toutes les rumeurs tombèrent. Un clerc en perruque et en cimard parut à la grande porte tenant un coussin fleur d'Élysée sur lequel on voyait des parchemins. Ces parchemins étaient des bills. À chacun pendait à une tresse de soie la bille ou bulle, d'or quelquefois, qui fait qu'on appelle les lois bills en Angleterre et bulles à Rome. À la suite du clerc marchaient 3 hommes en robe de pair, le chapeau à plumes sur la tête. Ces hommes étaient les commissaires royaux. Le premier était le lord haut-trésorier d'Angleterre, Godolphin. Le second était le lord président du conseil, Pembroke. Le troisième était le lord du sceau privé Newcastle. Ils marchaient l'un derrière l'autre, selon la préséance, non de leur titre, mais de leur charge. Godolphin en tête, Newcastle le dernier, quoique duc. Ils vinrent au banc devant le trône, firent la révérence à la chaise royale, ôtèrent et remirent leurs chapeaux, et s'assirent sur le banc. Le lord chancelier regarda l'huissier de la Verge Noire et dit « Mandez à la barre les communes. » L'huissier de la Verge Noire sortit. Le clerc, qui était un clerc de la Chambre des Lords, posa sur la table dans le carré des sacs de laine le coussin où étaient les bills. Il y eut une interruption qui dura quelques minutes. 2 doorkeepers posèrent devant la barre un escabeau de 3 degrés. Cet escabeau était de velours incarnat, sur lequel des clous dorés dessinaient des fleurs de lys. La grande porte qui s'était refermée se rouvrit, et une voix cria « Les fidèles communes d'Angleterre !» C'était l'huissier de la Verge Noire qui annonçait l'autre moitié du Parlement. Les lords mirent leurs chapeaux. Les membres des communes entrèrent, précédés du speaker, tous têtes nues. Ils s'arrêtèrent à la barre. Ils étaient en habit de ville, la plupart en noir, avec l'épée. Le speaker, très honorable John Smith, écuyer, membre pour le bourg d'Andover, monta sur l'escabeau qui était au milieu de la barre. L'orateur des communes avait une longue simarre de satin noir à larges manches et à fente galonnée de brandebourgs d'or par derrière et par devant, et moins de perruque que le lord chancelier. Il était majestueux, mais inférieur. Tous ceux des communes, orateurs et membres, demeurèrent en attente, debout et nu-tête, devant les pairs assis et couverts. On remarquait dans les communes le chef justice de Chester, Joseph Jekyll, plus 3 sergents en loi de Sa Majesté, Hooper, Powys et Parker, et James Montague, solliciteur général et la tournée générale, Simon Harcourt. À part quelques baronnets et chevaliers, et 9 lords de courtoisie, Hartington, Windsor, Woodstock, Mordaunt, Granby, Scudamore, Fitzharding, Hyde et Berkeley, fils de pairs et héritiers de Perry, tout le reste était du peuple. Sorte de sombre foule silencieuse. Quand le bruit de pas de toute cette entrée eut cessé,
le crieur de la Verge Noire à la porte dit « Oyez !» Le clerc de la couronne se leva. Il prit, déploya et lut le premier des parchemins posés sur le coussin. C'était un message de la reine nommant pour la représenter en son parlement, avec pouvoir de sanctionner les bills, 3 commissaires, savoir. Ici le clerc haussa la voix. Sidney, comte de Godolphin. Le clerc salua Lord Godolphin. Lord Godolphin souleva son chapeau. Le clerc continua. Thomas Herbert, comte de Pembroke et de Montgomery. Le clerc salua Lord Pembroke. Lord Pembroke toucha son chapeau. Le clerc reprit. John Hollis, duc de Newcastle. Le cercle salua Lord Newcastle. Lord Newcastle fit un signe de tête. Le clerc de la couronne se rassit. Le clerc du parlement se leva. Son sous-clerc, qui était à genoux, se leva en arrière de lui. Tous deux faisaient face au trône, et tournant le dos aux communes. Il y avait sur le coussin 5 bills. Ces 5 bills, votés par les communes et consentis par les lords, attendaient la sanction royale. Le clerc du Parlement lut le premier bill. C'était un acte des communes qui mettait à la charge de l'État les embellissements faits par la reine à sa résidence de Hampton Court, se montant à 1 million sterling. Lecture faite, le clerc salua profondément le trône. Le sous-clerc répéta le salut plus profondément encore, puis tournant à demi la tête vers les communes, dit « La reine accepte vos bénévolences, et ainsi le veut. » Le clerc lut le deuxième bill. C'était une loi condamnant à la prison et à l'amende quiconque se soustrairait au service des trimbans. Les trimbans, troupes contraines où l'on veut, sont cette milice bourgeoise qui sert gratis et qui, sous Élisabeth, à l'approche de l'Armada, avait donné 185 000 fantassins et 40 000 cavaliers. Les deux clercs firent à la chaise royale une nouvelle révérence, après quoi le sous-clerc, de profil, dit à la Chambre des communes « La reine le veut ». Le troisième bill accroissait les dîmes et prébendes de l'évêché de Lichfield et de Coventry, qui est une des plus riches prélatures d'Angleterre, faisait une rente à la cathédrale, augmentait le nombre des chanoines et grossissait le doyenné et les bénéfices, afin de pourvoir, disait le préambule, aux nécessités de notre sainte religion. Le quatrième bill ajoutait au budget de nouveaux impôts, un sur le papier marbré, un sur les carrosses de louage fixés au nombre de 800 dans Londres, et taxait 52 livres par an chaque, un sur les avocats, procureurs et solliciteurs, de 48 livres par tête par an, un sur les pots tannés, nonobstant, disait le préambule, les doléances des artisans en cuir, un sur le savon, nonobstant les réclamations de la ville d'Exeter et du Devonshire où l'on fabrique quantité de serge et de drap, un sur le vin, de 4 shillings par barrique, un sur la farine, un sur l'orge et le houblon, et renouvellement pour 4 ans, les besoins de l'État, disait le préambule, devant passer avant les remontrances du commerce. L'impôt du tonnage, variant de 6 livres tournois par tonneau, pour les vaisseaux venant d'Occident à 1800 livres pour ceux venant d'Orient. Enfin le bill, déclarant insuffisante la capitation ordinaire déjà levée pour l'année courante, s'achevait par une surtaxe générale sur tout le royaume de 4 shillings, ou 48 sous-tournois par tête de sujet, avec mention que ceux qui refuseraient de prêter les nouveaux serments au gouvernement paieraient le double de la taxe. Le cinquième bill faisait défense d'admettre à l'hôpital aucun malade s'il ne déposait en entrant une livre sterling pour payer en cas de mort son enterrement. Les 3 derniers bills, comme les 2 premiers, furent l'un après l'autre sanctionnés et faits loi par une salutation au trône et par les 4 mots du sous-clerc, la reine le veut. Dit, par-dessus l'épaule, aux communes. Puis le sous-clerc se remit à genoux devant le 4e sac de laine, et le lord chancelier dit « Soit fait comme il est désiré ». Ceci terminait la séance royale. Le speaker, courbé en deux devant le chancelier, descendit à reculons de l'escabeau en rangeant sa robe derrière lui. Ceux des communes s'inclinèrent jusqu'à terre et, pendant que la chambre haute reprenait, sans faire attention à toutes ces révérences, son ordre du jour interrompu, la chambre basse s'en alla. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Et oui, déjà, mais ne vous inquiétez pas, on se marque une courte pause. Très très courte pause. Je vous reviens dans le chat rapidement. Quoique, en fait, on est déjà à 50 minutes de live, comme quoi, c'est long à lire forcément, en fait, peu importe le nombre de pages. Alors, du coup, j'essaie de retourner un petit peu dans le chat, voir ce que vous m'avez mis depuis tout à l'heure.
Ok. Bon, Zikael, bah, je te remercie une 10e fois de te follow, enfin de te sub à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Zikael, c'est vraiment le plus fidèle, le plus loyaux de mes viewers. Ça fait extrêmement plaisir. Déjà 10 mois que t'es abonné, c'est fou en vrai. C'est fou, c'est fou. Le temps passe à une vitesse. Mais merci beaucoup de me renouveler ta confiance, comme ça fait plaisir. D'ailleurs, ouais, en vrai, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, genre le mec, d'habitude je déteste parler de ce genre de choses, j'ai pas envie de vous forcer la main à vous abonner, mais si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le maintenant ou attendez fin juillet, parce que, comme je vous l'ai dit en début de live, à partir du 5 juillet, il n'y aura pas de live pendant 2-3 semaines, donc voilà, voire même un mois. Donc voilà, ne vous abonnez pas le 5 juillet. Parce que là, vous allez pas du tout profiter de votre abonnement, vous allez être dégoûté. Je vais me reposer plat, j'ai mal à la tête, bonne écoute tout le monde. Ok Nouloun, pas de soucis, merci d'être passé. Et puis si tu repasses sur cette rediffusion, n'hésite pas Enfin, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne écoute, voilà. Je me perds dans mes mots, désolé. Il fait extrêmement chaud. J'avoue que là, ça va devenir très compliqué. Hein. J'ai l'impression que les étés sur la chaîne Planétéo, c'est toujours compliqué. Mais là, la chaleur s'amplifie de plus en plus ces temps-ci. Forcément, un dérèglement climatique, lol. Donc ouais, là, ça devient vraiment pénible. Et là, je vais tenir jusqu'au 5 juillet, mais je vous avoue que les conditions de stream deviennent vraiment difficiles. Et du coup, bonsoir Black Butler, merci. Black Butler Life, comment tu veux que je t'appelle? Black Butler, ça suffit? Ou Butler? En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir que tu viennes follow. Je suis un petit nouveau de YouTube. J'apprécie tes lectures, ma préférée étant celle de Dracula. Oh, ça fait trop plaisir. J'en ai une playlist que j'écoute dès que je dessine. Oh, ça fait trop plaisir. Sachez d'ailleurs que pour chaque œuvre que je vous lis en live, je crée une playlist sur YouTube, donc vous pouvez directement trouver la playlist. En général, c'est tout simplement « Et si on lisait ?» 3 petits points et le titre de l'œuvre. Et vous pouvez trouver ça sinon sur ma chaîne YouTube dans l'onglet playlist, tout simplement. Dracula est la première que j'ai regardée sur YouTube. Ce vampire t'amène du monde, je crois. Et oui, en effet, Dracula, si je ne m'abuse, c'est ma lecture la plus vue. C'est déjà la toute première lecture de Dracula, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne. Je crois qu'on a un truc du style 13 000 vues, un truc comme ça. Donc oui, Dracula m'amène du monde en effet. Et ça me fait extrêmement plaisir, Butler, que tu aies fait le déplacement de YouTube à Twitch. Ça me fait toujours quelque chose quand vous faites l'effort de passer de Twitch à YouTube ou de YouTube à Twitch. Que vous ayez aussi la curiosité d'aller d'une lecture à une autre, ou même d'un concept à un autre, parce que c'est vrai que je fais pas que des lectures. Donc je vous remercie vraiment de cette ouverture d'esprit et de cette bienveillance à mon égard. Merci beaucoup de faire l'effort, d'aller voir un petit peu tout ce que je fais, etc. Sur les différentes plateformes et les différents formats. Ça me touche. Ça me touche. Ok, je ferai comme je veux, Butler. Je pense Butler, ça sera ce que je vais garder en tête, ou Black Butler. Enfin bon, bref. Le live, il va skipper, je t'avoue. La phase de lecture que je viens de vous faire était assez courte, je vous en avais prévenu. Il s'est pas passé grand chose, encore une fois, beaucoup de références à plein de noms, et encore des références à des événements historiques. Moi, ça commence à me saouler là, je suis pas rassasié, j'ai envie de savoir comment la fiction évolue, même si, malgré tout, on a eu un petit passage assez intéressant où du coup tout le monde y allait de son petit commentaire sur l'arrivée de Gwynplaine parmi les lords, et du coup tout le monde avait un petit peu il y avait la rumeur qui grondait en quelque sorte. Tout le monde avait cette discussion et cette surexcitation de se dire attends, il y a un nouveau lord, mais il est arrivé de là, mais est-ce qu'il était pas mort, mais quoi, il a été retrouvé, comment ça se passe? Moi je trouve que c'est pas correct qu'il puisse rejoindre de cette manière, etc. Enfin bon, bref. Donc encore une fois, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est uniquement de la mise en place de toile de fond, je dirais. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a plein d'éléments sur lesquels le récit peut prendre un essor et évoluer.
Mais pour le moment, c'est un petit peu mou, j'aurais tendance à dire, un petit peu, ouais, encore un petit peu le ventre creux de l'œuvre. Après, c'est quelque chose que je dis sur beaucoup d'œuvres, hein. Ça arrive souvent qu'il y a un petit ventre mou, je trouve, au milieu de l'œuvre. Là, on est quasi à la fin, remarque, donc c'est pas vraiment le milieu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent. Ce qui paraît assez logique aussi, quand on lit des œuvres aussi mastoc, parce que là on est à la page bientôt 700, et l'œuvre en tout fait quasiment 760 pages. Donc bon, j'avoue que ça paraît compréhensible aussi quelque part. Mais bref, du coup, je ne vais pas faire une pause trop longue et je vais vite aller vous lire la suite, les amis. Parce que de 1, je suis curieux. De 2, il s'est pas encore passé grand chose, donc je veux voir se passer des choses. Et de 3, la partie de lecture que je m'apprête à vous faire risque d'être un peu plus longue. Je pense qu'on est bien parti pour 30-40 minutes de lecture. Donc, va falloir que je m'y mette vite. Et du coup, je pense qu'il ne reste que vous 3, si je dis pas de bêtises. Donc, bonne écoute Zikael, bonne écoute Black Butler, bonne écoute l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous ceux qui me regardent dans l'ombre et en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour l'outro du live d'ici, comme je le disais, à mon avis, une quarantaine de minutes. Hein. Quelque chose comme ça. À tout à l'heure. 7. Les tempêtes d'hommes pires que les tempêtes d'océan. Les portes se refermèrent. L'huissier de la Verge Noire rentra. Les lords commissaires quittèrent le banc d'État et vinrent s'asseoir en tête du banc des ducs, aux places de leur charge, et le lord chancelier prit la parole. Milords, la délibération de la Chambre étant depuis plusieurs jours sur le bill qui propose d'augmenter de 100 000 livres sterling la provision annuelle de son Altesse royale le prince Marie de Sa Majesté, le débat ayant été épuisé et clos, il va être procédé au vote. Le vote sera pris selon l'usage à partir du puits né du banc des barons. Chaque lord, à l'appel de son nom, se lèvera et répondra content ou non content, et sera libre d'exposer ses motifs de vote s'il le juge à propos. Clerc, appelez le vote. Le clerc du Parlement, debout, ouvrit un large in-folio exaucé sur un pupitre doré qui était le livre de la pairie. Le puîné de la Chambre à cette époque était Lord John Hervey, créé baron et pair en 1703, duquel sont issus les marquis de Bristol. Le clerc appela. Milord John, baron Hervey. Un vieillard en perruque blonde se leva et dit « Content !» puis se rassit. Le sous-clerc enregistra le vote. Le clerc continua. « Milord Francis Seymour, baron Conway de Kiltultag. »« Content !» murmura en se soulevant à demi un élégant jeune homme à figure de page qui ne se doutait point qu'il était le grand-père des marquis d'Hertford. « Milord John Leveson, baron Gower, » reprit le clerc. Ce baron, d'où devaient sortir les ducs de Sutherland, se leva et dit en se rasseyant. « Content !» Le clerc poursuivit. « Milord Enéage Finge, baron Guernesey, l'aïeul des comtes d'Aylesford, non moins jeune et non moins élégant que l'ancêtre des marquis d'Hertford, justifia sa devise aperto vivere voto par la hauteur de son consentement. « Content !» cria-t-il. Pendant qu'il se rasseyait, le clerc appelait le 5e baron. « Milord John, baron Granville. »« Content !» répondit tout de suite levé et rassis lord Granville de Potheridge, dont la pairie sans avenir devait s'éteindre en 1709. Le clerc passa au 6e. « Milord Charles Montague, baron Halifax. »« Content !» dit lord Halifax, porteur d'un titre sous lequel s'était éteint le nom de sa ville et devait s'éteindre le nom de Montague. Montague est distinct de Montagu et de Montacute. Et lord Halifax ajouta. Le prince George a une dotation comme mari de Sa Majesté. Il en a une autre comme prince de Danemark, une autre comme duc de Cumberland, et une autre comme lord haut amiral d'Angleterre et d'Irlande. Mais il n'en a point comme généralissime. C'est là une injustice. Il faut faire cesser ce désordre, dans l'intérêt du peuple anglais. Puis lord Halifax fit l'éloge de la religion chrétienne, blâma le papisme et vota le subside. Lord Halifax rassit, le clerc repartit. Milord Christophe, baron Barnard. Lord Barnard, de qui devaient naître les ducs de Cleveland,
se leva à l'appel de son nom. « Content ?» Et il mit quelque lenteur à se rasseoir, ayant un rabat de dentelle qui valait la peine d'être remarqué. C'était du reste un digne gentilhomme et un vaillant officier que lord Barnard. Tandis que lord Barnard se rasseyait, le clerc qui lisait de routine eut quelque hésitation. Il raffermit ses lunettes et se pencha sur le registre avec un redoublement d'attention. Puis, redressant la tête, il dit « Milord Fermin Clancharlie, baron Clancharlie et Hunkerville. » Gwynplaine se leva. « Non content, dit-il. Toutes les têtes se tournèrent. Gwynplaine était debout. Les gerbes de chandelles placées des deux côtés du trône éclairaient vivement sa face et la faisaient saillir dans la vaste salle obscure avec le relief qu'aurait un masque sur un fond de fumée. Gwynplaine avait fait sur lui cet effort qui, on s'en souvient, lui était à la rigueur possible. Par une concentration de volonté égale à celle qu'il faudrait pour dompter un tigre, il avait réussi à ramener pour un moment au sérieux le fatal rictus de son visage. Pour l'instant, il ne riait pas. Cela ne pouvait durer longtemps. Les désobéissances à qui est notre loi et notre fatalité sont courtes. Parfois l'eau de la mer résiste à la gravitation, s'enfle en trombe et fait une montagne, mais à la condition de retomber. Cette lutte était celle de Gwynplaine. Pour une minute qu'il sentait solennelle, par une prodigieuse intensité de volonté, mais pour pas beaucoup plus de temps qu'un éclair, il avait jeté sur son front le sombre voile de son âme. Il tenait en suspens son incurable rire. De cette face qu'on lui avait sculptée, il avait retiré la joie. Il n'était plus qu'effrayant. « Qu'est cet homme ?» Ce fut le cri. Un frémissement indescriptible courut sur tous les bancs. Ses cheveux en forêt, ses enfoncements noirs sous les sourcils, ce regard profond d'un œil qu'on ne voyait pas, le modelé farouche de cette tête mêlant hideusement l'ombre et la lumière, ce fut surprenant. Cela dépassait tout. On avait eu beau parler de Gwynplaine, le voir fut formidable. Ceux mêmes qui s'y attendaient ne s'y attendaient pas. Qu'on s'imagine, sur la montagne réservée aux dieux, dans la fête d'une soirée sereine, toute la troupe des tout-puissants réunis, et la face de Prométhée, ravagée par les coups de bec du vautour, apparaissant tout à coup comme une lune sanglante à l'horizon. L'Olympe apercevant le Caucase, quelle vision! Vieux et jeunes, béants, regardèrent Gwynplaine. Un vieillard vénéré de toute la chambre, qui avait vu beaucoup d'hommes et beaucoup de choses, et qui était désigné pour être duc, Thomas, comte de Wharton, se leva effrayé. « Qu'est-ce que cela veut dire » cria-t-il. « Qui a introduit cet homme dans la chambre? Qu'on mette cet homme dehors !» Et apostrophant Gwynplaine avec hauteur. « Qui êtes-vous? D'où sortez-vous » Gwynplaine répondit. « Du gouffre. » Et croisant les bras, il regarda les lords. « Qui je suis? Je suis la misère. Milord, j'ai à vous parler. » Il y eut un frisson et un silence. Gwynplaine continua. « Milord, vous êtes en haut. C'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans borne, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres. Soit. Mais il y a au-dessous de vous quelque chose. Au-dessus peut-être. Milord, je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. » Les assemblées sont comme les enfants. Les incidents sont leur boîte à surprises, et elles en ont la peur et le goût. Il semble parfois qu'un ressort joue, et l'on voit jaillir du trou un diable. Ainsi en France, Mirabeau difforme lui aussi. Gwynplaine en ce moment sentait en lui un grandissement étrange. Un groupe d'hommes à qui l'on parle, c'est un trépied. On est pour ainsi dire debout sur une cime d'âme. On a sous son talon un tressaillement d'entrailles humaines. Gwynplaine n'était plus l'homme qui, la nuit précédente, avait été un instant presque petit. Les fumées de cette élévation subite, qui l'avaient troublé, s'étaient allégées et avaient pris de la transparence. Et là où Gwynplaine avait été séduit par une vanité, il voyait maintenant une fonction. Ce qu'il avait d'abord amoindri, à présent le rehaussait. Il était illuminé d'un de ces grands éclairs qui viennent du devoir. On cria de toutes parts autour de Gwynplaine. « Écoutez, écoutez !» Lui, cependant, crispé et surhumain, réussissait à maintenir sur son visage la contraction sévère et lugubre, sous laquelle se cabrait le rictus, comme un cheval sauvage prêt à s'échapper. Il reprit. « Je suis celui qui vient des profondeurs. Milord, vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux. Vous profitez de la nuit, mais prenez garde. Il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera. Elle arrive. Elle a en elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel? Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur.
Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir, je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. Milord, je suis l'avocat désespéré, et je plaide la cause perdue. Cette cause, Dieu la regagnera. Moi je ne suis rien, qu'une voix. Le genre humain est une bouche, et j'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple, ce souverain qui est le patient, ce condamné qui est le juge. Je plie sous ce que j'ai à dire. Par où commencer, je ne sais. J'ai ramassé dans la vaste diffusion des souffrances mon énorme plaidoirie éparse. Qu'en faire maintenant? Elle m'accable, et je la jette pêle-mêle devant moi. Avais-je prévu ceci? Non. Vous êtes étonné, moi aussi. Hier j'étais un battleur, aujourd'hui je suis un lord. Jeu profond. De qui? De l'inconnu. Tremblons tous. Milord, tout l'azur est de votre côté. De cet immense univers vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Parmi vous, je m'appelle Lord Fermain Clancharlie, mais mon vrai nom est un nom de pauvre, Gwynplaine. Je suis un misérable taillé dans l'étoffe des grands par un roi, dont ce fut le bon plaisir. Voilà mon histoire. Plusieurs d'entre vous ont connu mon père, je ne l'ai pas connu. C'est par son côté féodal qu'il vous touche, et moi je lui adhère par son côté proscrit. Ce que Dieu a fait est bien. J'ai été jeté au gouffre. Dans quel but? Pour que j'en visse le fond. Je suis un plongeur et je rapporte la perle, la vérité. Je parle parce que je sais. Vous m'entendrez, milord. J'ai éprouvé, j'ai vu. La souffrance, non, ce n'est pas un mot, messieurs les heureux. La pauvreté, j'y ai grandi. L'hiver, j'y ai grelotté. La famine, j'en ai goûté. Le mépris, je l'ai subi. La peste, je l'ai eue. La honte, je l'ai bu. Et je la revomirai devant vous. Et ce vomissement de toutes les misères éclaboussera vos pieds et flamboiera. J'ai hésité avant de me laisser ramener à cette place où je suis, car j'ai ailleurs d'autres devoirs. Et ce n'est pas ici qu'est mon cœur. Ce qui s'est passé en moi ne vous regarde pas. Quand l'homme que vous nommez l'huissier de la Verge Noire est venu me chercher de la part de la femme que vous nommez la reine, j'ai eu un moment l'idée de refuser. Mais il m'a semblé que l'obscure main de Dieu me poussait de ce côté, et j'ai obéi. J'ai senti qu'il fallait que je vinsse parmi vous. Pourquoi? À cause de mes haillons d'hier. C'est pour prendre la parole parmi les rassasiés que Dieu m'avait mêlé aux affamés. Oh, ayez pitié! Oh, ce fatal monde dont vous croyez être, vous ne le connaissez point. Si haut vous êtes dehors, je vous dirai moi ce que c'est. De l'expérience j'en ai. J'arrive de dessous la pression. Je puis vous dire ce que vous pesez. Ô vous les maîtres, ce que vous faites, ce que vous êtes, le savez-vous? Ce que vous faites, le voyez-vous? Non. Ah, tout est terrible. Une nuit de tempête, tout petit, abandonné, orphelin, seul dans la création démesurée. J'ai fait mon entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. La première chose que j'ai vue, c'est la loi, sous la forme d'un gibet. La deuxième, c'est la richesse, c'est votre richesse, sous la forme d'une femme morte de froid et de faim. La troisième, c'est l'avenir, sous la forme d'un enfant agonisant. La quatrième, c'est le bon, le vrai, le juste, sous la figure d'un vagabond, n'ayant pour compagnon et pour ami qu'un loup. En ce moment, Gwynplaine, pris d'une émotion poignante, sentit lui monter à la gorge les sanglots. Ce qui fit, chose sinistre, qu'il éclata de rire. La contagion fut immédiate. Il y avait sur l'assemblée un nuage. Il pouvait crever en épouvante. Il creva en joie. Le rire, cette démence épanouie, prit toute la chambre. Les cénacles d'hommes souverains ne demandent pas mieux que de bouffonner. Ils se vengent ainsi de leur sérieux. Un rire de roi ressemble à un rire de Dieu. Cela a toujours une pointe cruelle. Les lords se mirent à jouer. Le ricanement aiguisa le rire. On battit des mains autour de celui qui parlait et on l'outragea. Un pêle-mêle d'interjections joyeuses l'assaillit, grêle gaie et meurtrissante. « Bravo, Gwynplaine! Bravo, l'homme qui rit! Bravo, le museau de la Greenbox! Bravo, la hure du Tarinzofield! Tu viens nous donner une représentation, c'est bon, bavarde! En voilà un qui m'amuse! Mérite-t-il bien cet animal-là? Bonjour, Pantin! Salut à Lord Clown! Harangue, va! C'est un père d'Angleterre, ça! Continue! Non, non! Si, si! » Un lord chancelier était assez mal à son aise. Un lord sourd, James Butler, duc d'Ormont, faisant de sa main à son oreille un cornet acoustique, demandait à Charles Beauclerc, duc de Saint-Alban, « Comment a-t-il voté ?» Saint-Alban répondait, « Non qu'autant. »« Parbleu, disait Ormont, je le crois bien, avec ce visage-là. » Une foule échappée, et les assemblées sont des foules, ressaisissez-la donc. L'éloquence est un mort. Si le mort casse, l'auditoire s'emporte,
et rue jusqu'à ce qu'il ait désarçonné l'orateur. L'auditoire est l'orateur. On ne sait pas assez cela. Se raidir sur la bride semble une ressource, et n'en est pas une. Tout orateur l'essaie, c'est l'instinct. Gwynplaine l'essaya. Il considéra un moment ces hommes qui riaient. « Alors, cria-t-il, vous insultez la misère ? Silence, père d'Angleterre. Juge, écoutez la plaidoirie. Oh, je vous en conjure, ayez pitié. Pitié pour qui ? Pitié pour vous. Qui est en danger ? C'est vous. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans une balance et qu'il y a dans un plateau votre puissance et dans l'autre votre responsabilité ? Dieu vous pèse. Oh, ne riez pas. Méditez. Cette oscillation de la balance de Dieu, c'est le tremblement de la conscience. Vous n'êtes pas méchants. Vous êtes des hommes comme les autres, ni meilleurs ni pires. Vous vous croyez des dieux, soyez malades demain, et regardez frissonner dans la fièvre votre divinité. Nous nous valons tous. Je m'adresse aux esprits honnêtes, il y en a ici. Je m'adresse aux intelligences élevées, il y en a. Je m'adresse aux âmes généreuses, il y en a. Vous êtes pères, fils et frères, donc vous êtes souvent attendris. Celui de vous qui a regardé ce matin le réveil de son petit enfant est bon. Les cœurs sont les mêmes. L'humanité n'est pas autre chose qu'un cœur. Entre ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés, il n'y a de différence que l'endroit où ils sont situés. Vos pieds marchent sur des têtes. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la babelle sociale. Construction manquée, tout en surplomb. Un étage accable l'autre. Écoute-moi. Je vais vous dire. Oh, puisque vous êtes puissants, soyez fraternels. Puisque vous êtes grands, soyez doux. Si vous saviez ce que j'ai vu. Hélas, en bas quel tourment. Le genre humain est au cachot. Que de damnés, qui sont des innocents. Le jour manque, l'air manque, la vertu manque, on n'espère pas, et ce qui est redoutable on attend. Rendez-vous compte de ces détresses. Il y a des êtres qui vivent dans la mort, il y a des petites filles qui commencent à 8 ans par la prostitution, et qui finissent à 20 ans par la vieillesse. Quant aux sévérités pénales, elles sont épouvantables. Je parle un peu au hasard et je ne choisis pas, je dis ce qui me vient à l'esprit. Pas plus tard qu'hier, moi qui suis ici, j'ai vu un homme enchaîné et nu, avec des pierres sur le ventre, expirer dans la torture. Savez-vous cela ? Non. Si vous saviez ce qui se passe, aucun de vous n'oserait être heureux. Qui est-ce qui est allé à Newcastle-on-Tyne ? Il y a dans les mines des hommes qui mâchent du charbon pour s'emplir l'estomac et tromper la faim. Tenez, dans le comté de Lancastre, Ribblechester, à force d'indigence, de ville est devenu village. Je ne trouve pas que le prince George de Danemark ait besoin de 100 000 guinées de plus. J'aimerais mieux recevoir à l'hôpital l'indigent malade, sans lui faire payer d'avance son enterrement. En Caernarvon, à Tracemauer, comme à Tracebichan, l'épuisement des pauvres est horrible. À Stratford, on ne peut dessécher le marais, faute d'argent. Les fabriques de draperies sont fermées dans tout le Lancashire. Chômage partout. Savez-vous que les pêcheurs de harengs de Harlech mangent de l'herbe quand la pêche manque ? Savez-vous qu'à Burton Lazars, il y a encore des lépreux traqués et auxquels on tire des coups de fusil s'ils sortent de leur tanière ? À Aylesbury, ville dont un de vous est lord, la disette est en permanence. À Pentridge, en Coventry, dont vous venez de doter la cathédrale et d'enrichir l'évêque, on n'a pas de lit dans les cabanes, et l'on creuse des trous dans la terre pour y coucher les petits-enfants, de sorte qu'au lieu de commencer par le berceau, ils commencent par la tombe. J'ai vu ces choses-là. Milord, les impôts que vous votez, savez-vous qui les paie ? Ceux qui expirent. Hélas, vous vous trompez, vous faites fausse route. Vous augmentez la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Quoi ? Prendre aux travailleurs pour donner à l'oisif, prendre aux déguenillés pour donner au repu, prendre à l'indigent pour donner au prince. Oh oui, j'ai du vieux sang républicain dans les veines, j'ai horreur de cela. Ces rois, je les exècre, et que les femmes sont effrontées. On m'a conté une triste histoire. Oh, je hais Charles II. Une femme que mon père avait aimée s'est donnée à ce roi, pendant que mon père mourait en exil, la prostituée. Charles II, Jacques II, après un vaurien, un scélérat. Qu'y a-t-il dans le roi ? Un homme, un faible et chétif sujet des besoins et des infirmités. À quoi bon le roi ? Cette royauté parasite, vous la gavez. Ce ver de terre, vous le faites boa. Ce ténia, vous le faites dragon. Grâce pour les pauvres, vous alourdissez l'impôt au profit du trône. Prenez garde aux lois que vous décrétez. Prenez garde aux fourmillements douloureux que vous écrasez. Baissez les yeux, regardez à vos pieds. Ô grands, il y a des petits. Ayez pitié. Oui, pitié de vous, car les multitudes agonisent, et le bas, en mourant, fait mourir le haut. La mort est une cessation qui n'excepte aucun membre. Quand la nuit vient, personne ne garde son coin de jour. Êtes-vous égoïste ? Sauvez les autres. La perdition du navire n'est indifférente à aucun passager. Il n'y a pas naufrage de ceux-ci sans qu'il y ait engloutissement de cela. Oh, sachez-le, l'abîme est pour tous.
Le rire redoubla, irrésistible. Du reste, pour égayer une assemblée, il suffisait de ce que ces paroles avaient d'extravagant. Être comique au dehors et tragique au dedans, pas de souffrance plus humiliante, pas de colère plus profonde. Gwynplaine avait cela en lui. Ses paroles voulaient agir dans un sens, son visage agissait dans l'autre, situation affreuse. Sa voix eut tout à coup des éclats stridents. « Ils sont joyeux, ces hommes ? C'est bon. L'ironie fait face à l'agonie. Le ricanement outrage l'oral. Ils sont tout-puissants. C'est possible. Soit, on verra. Ah, je suis un des leurs. Je suis aussi un des vôtres. Ô vous les pauvres. Un roi m'a vendu, un pauvre m'a recueilli. Qui m'a mutilé ? Un prince. Qui m'a guéri et nourri ? Un meurt de faim. Je suis Lord Clancharlie, mais je reste Gwynplaine. Je tiens aux grands et j'appartiens aux petits. Je suis parmi ceux qui jouissent et avec ceux qui souffrent. Ah, cette société est fausse. Un jour viendra la société vraie. Alors, il n'y aura plus de seigneurs. Il y aura des vivants libres. Il n'y aura plus de maîtres. Il y aura des pères. Ceci est l'avenir. Plus de prosternement, plus de bassesse, plus d'ignorance, plus d'hommes bêtes de somme, plus de courtisans, plus de valets, plus de rois. La lumière. En attendant, me voici. J'ai un droit, j'en use. Est-ce un droit ? Non, si j'en use pour moi. Oui, si j'en use pour tous. Je parlerai aux lords, en étant un. Ô mes frères d'en bas, je leur dirai votre dénûment. Je me dresserai avec la poignée des haillons du peuple dans la main, et je secouerai sur les maîtres la misère des esclaves. Et ils ne pourront plus, eux les favorisés et les arrogants, se débarrasser du souvenir des infortunés, et se délivrer, eux les princes, de la cuisson des pauvres. Et tant pis si c'est de la vermine, et tant mieux si elle tombe sur des lions. Ici Gwynplaine se tourna vers les sous-clercs agenouillés qui écrivaient sur le 4e sac de laine. « Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont à genoux ? Qu'est-ce que vous faites là ? Levez-vous ! Vous êtes des hommes !» Cette brusque apostrophe à des subalternes qu'un lord ne doit pas même apercevoir mit le comble aux joies. On avait crié « bravo », on cria « hurrah ». Du battement des mains, on passa au trépignement. On eût pu se croire à la Green Box. Seulement à la Green Box, le rire fêtait Gwynplaine. Ici, il l'exterminait. Tuer, c'est l'effort du ridicule. Le rire des hommes fait quelquefois tout ce qu'il peut pour assassiner. Le rire était devenu une voix de fête. Les colibés pleuvaient. C'est la bêtise des assemblées d'avoir de l'esprit. Leur ricanement ingénieux et imbécile écarte les faits au lieu de les étudier et condamne les questions au lieu de les résoudre. Un incident est un point d'interrogation. En rire, c'est rire de l'énigme. Le sphinx, qui ne rit pas, est derrière. On entendait des clameurs contradictoires. « Assez, assez ! Encore, encore !» William Farmer, baron Leinster, jetait à Gwynplaine l'affront de Rick Quinet à Shakespeare. « Istrio, mimma !» Lord Vaughan, homme sentencieux, le 29e du banc des barons, s'écriait « Nous revoici au temps où les animaux péroraient !» Au milieu des bouches humaines, une mâchoire bestiale a la parole. Au milieu des bouches humaines, une mâchoire bestiale a la parole. « Écoutons l'âne de Balaam !» ajoutait Lord Yarmouth. Lord Yarmouth avait l'air sagace que donnent un nez rond et une bouche de travers. « Le rebelle Linnaeus est châtié dans son tombeau. Le fils est la punition du père, disait John Howth, évêque de Lichfield et de Coventry, dont Gwynplaine avait effleuré la prébande. « Il ment, affirmait Lord Cholmeley, le législateur légiste. Ce qu'il appelle la torture, c'est la peine forte et dure, très bonne peine. La torture n'existe pas en Angleterre. » Thomas Wentworth, baron Raby, apostrophait le chancelier. « Mais Lord Chancelier, levez la séance !»« Non, 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 qu'il continue, il nous amuse, hurrah, hip 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 !» Ainsi criaient les jeunes lords. Leur gaieté était de la fureur. 4 surtout étaient en pleine exaspération d'hilarité et de haine. C'étaient Lawrence Hyde, comte de Rochester, Thomas Tufton, comte de Thanet, et le vicomte de Hayton et le duc de Montague. « À la niche, Gwynplaine, disait Rochester. « À bas, à bas, à bas !» criait Thanet. Le vicomte Hatton tirait de sa poche un penny et le jetait Gwynplaine. Et John Campbell, comte de Greenwich, Savage, comte Rivers, Thomson, baron Aversham, Warrington, Escrick, Rolleston, Rockingham, Carteret, Langdale, Bannister Maynard, Hunson, Caernarvon, Cavendish, Burlington, Robert Darcy, comte de Holderness, Other Windsor, comte de Plymouth, applaudissaient. Tumulte de pandémonium
ou de panthéon dans lequel se perdaient les paroles de Gwynplaine. On n'y distinguait que ce mot, prenez garde. Ralph, duc de Montagu, récemment sorti d'Oxford et ayant encore sa première moustache, descendit du banc des ducs où il siégeait 19e, et alla se poser les bras croisés en face de Gwynplaine. Il y a dans une lame l'endroit qui coupe le plus, et dans une voix l'accent qui insulte le mieux. Montagu prit cet accent-là, et ricanant au nez de Gwynplaine lui cria. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je prédis, » répondit Gwynplaine. Le rire fit explosion de nouveau, et sous ce rire grondait la colère en basse continue. Un des pères mineurs, Lionel Cransale Sackville, comte de Dorset et de Middlesex, se leva debout sur son banc, ne riant pas, grave comme il sied à un futur législateur, et, sans dire un mot, regarda Gwynplaine avec son frais visage de 12 ans en haussant les épaules. Ce qui fit que l'évêque de Saint-Asaph se pencha à l'oreille de l'évêque de Saint-David, assis à côté de lui, et lui dit en montrant Gwynplaine « Voilà le fou !» et en montrant l'enfant « Voilà le sage !» Du chaos des ricanements se dégageaient des exclamations confuses. « Face de Gorgone, que signifie cette aventure ? Insulte à la Chambre ! Quelle exception qu'un tel homme ! Honte, honte ! Qu'on lève la séance ! Non, qu'il achève ! Parle, bouffon !» Lord Lewis de Duras, les mains sur les hanches, criait « Ah, que c'est bon de rire ! Marat est heureuse ! Je propose un vote d'action de grâce ainsi conçu. La Chambre des Lords remercie la Green Box. » Gwynplaine, on se souvient, avait rêvé un autre accueil. Qui a gravi dans le sable une pente à pic toute friable au-dessus d'une profondeur vertigineuse, qui a senti sous ses mains, sous ses ongles, sous ses coudes, sous ses genoux, sous ses pieds, fuir et se dérober le point d'appui, qui, reculant au lieu d'avancer sur cet escarpement réfractaire, en proie à l'angoisse du glissement, s'enfonçant au lieu de gravir, descendant au lieu de monter, augmentant la certitude du naufrage par l'effort vers le sommet, et se perdant un peu plus à chaque mouvement pour se tirer de péril, a senti l'approche formidable de l'abîme, et a eu dans les eaux le froid sombre de la chute, gueule ouverte au-dessous de vous, celui-là a éprouvé ce qu'éprouvait Gwynplaine. Il sentait son ascension crouler sous lui, et son auditoire était un précipice. Il y a toujours quelqu'un qui dit le mot où tout se résume. Lord Scarsdale traduisit en un cri l'impression de l'assemblée. « Qu'est-ce que ce monstre vient faire ici ?» Gwynplaine se dressa, éperdu et indigné, dans une sorte de convulsion suprême. Il les regarda tout fixement. « Ce que je viens faire ici ? Je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous ? Non, je suis le peuple. Je suis une exception ? Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère et je suis la réalité. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi ? De vous, de lui, de tout. Qu'est-ce que son rire ? Votre crime et son supplice. Ce crime, il vous le jette à la face. Ce supplice, il vous le crache au visage. Je ris, cela veut dire je pleure. Il s'arrêta. On se taisait. Les rires continuaient, mais bas. Il put croire à une certaine reprise d'attention. Il respira et poursuivit. Ce rire qui est sur mon front, c'est un roi qui l'y a mis. Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire veut dire haine, silence contraint, rage, désespoir. Ce rire est un produit des tortures. Ce rire est un rire de force. Si Satan avait ce rire condamnerait Dieu. Mais l'Éternel ne ressemble point au périssable. Étant l'absolu, il est le juste. Et Dieu est ce que font les rois. Ah, vous me prenez pour une exception. Je suis un symbole. Ô tout-puissants imbéciles que vous êtes, ouvrez les yeux. J'incarne tout. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence. Comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement. Où s'était posé le doigt de Dieu, s'est appuyé la griffe du roi. Monstrueuse superposition. Évêques, pères et princes, le peuple, c'est le souffrant profond qui irrite à la surface. Milord, je vous le dis, le peuple c'est moi. Aujourd'hui vous l'opprimez, aujourd'hui vous me huez, mais l'avenir c'est le dégel sombre. Ce qui était pierre devient flot, l'apparence solide se change en submersion. Un craquement, et tout est dit. Il viendra une heure où une convulsion brisera votre oppression, où un rugissement répliquera à vos huées. Cette heure est déjà venue. Tu en étais, ô mon père, cette heure de Dieu est venue, et c'est appelée République. On l'a chaussée, elle reviendra. En attendant,
Souvenez-vous que la série des rois armés de l'épée est interrompue par Cromwell armé de la hache. Tremblez. Les incorruptibles solutions approchent, les ongles coupés repoussent, les langues arrachées s'envolent, et deviennent des langues de feux éparses au vent des ténèbres, et hurlent dans l'infini. Ceux qui ont faim montrent leurs dents oisives, les paradis bâtis sur les enfers chancellent, on souffre, on souffre, on souffre, et ce qui est en haut penche, et ce qui est en bas s'entr'ouvre. L'ombre demande à devenir lumière, le damné discute l'élu, c'est le peuple qui vient, vous dis-je, c'est l'homme qui monte, c'est la fin qui commence, c'est la rouge aurore de la catastrophe, et voilà ce qu'il y a dans ce rire, dont vous riez. Londres est une fête perpétuelle, soit. L'Angleterre est d'un bout à l'autre une acclamation, oui. Mais écoutez, tout ce que vous voyez, c'est moi. Vous avez des fêtes, c'est mon rire. Vous avez des joies publiques, c'est mon rire. Vous avez des mariages, des sacres et des couronnements, c'est mon rire. Vous avez des naissances de princes, c'est mon rire. Vous avez au-dessus de vous le tonnerre, c'est mon rire. Le moyen de tenir à de telles choses. Le rire recommença, cette fois accablant. De toutes les laves que jette la bouche humaine, ce cratère, la plus corrosive, c'est la joie. Faire du mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion. Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds, et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblés, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près, qui est le sarcasme. Pas de supplice comparable à celui du misérable risible. Ce supplice, Gwynplaine le subissait. L'allégresse sur lui était lapidation et mitraille. Il était hoché et mannequin, tête de turc, cible. On bondissait, on criait bi, on se roulait. On battait du pied, on s'empoignait au rabat. La majesté du lieu, la pourpre des robes, la pudeur des hermines, l'infolio des perruques n'y faisaient rien. Les lords riaient, les évêques riaient, les juges riaient. Le banc des vieillards se déridait, le banc des enfants se tordait. L'archevêque de Canterbury poussait du coude l'archevêque d'York. Henry Compton, évêque de Londres, frère du comte de Northampton, se tenait les côtes. Le lord chancelier baissait les yeux pour cacher son rire probable, et à la barre, la statue du respect, l'huissier de la Verge Noire, riait. Gwynplaine, pâle, avait croisé les bras, et entouré de toutes ces figures jeunes et vieilles, où rayonnait la grande jubilation homérique, dans ce tourbillon de battements de mains, de trépignements et de hurrahs, dans cette frénésie bouffonne dont il était le centre, dans ce splendide épanchement d'hilarité, au milieu de cette gaieté énorme, il avait en lui le sépulcre. C'était fini. Il ne pouvait plus maîtriser ni sa face qui le trahissait, ni son auditoire qui l'insultait. Jamais l'éternelle loi fatale, le grotesque cramponné au sublime, le rire répercutant le rugissement, la parodie en croupe du désespoir, le contresens entre ce qu'on semble et ce qu'on est, n'avait éclaté avec plus d'horreur. Jamais lueur plus sinistre n'avait éclairé la profonde nuit humaine. Gwynplaine assistait à l'effraction définitive de sa destinée par un éclat de rire. L'irrémédiable était là. On se relève tombé, on ne se relève pas pulvérisé. Cette moquerie inepte et souveraine le mettait en poussière. Rien de possible désormais. Tout est selon le milieu. Ce qui était triomphe à la Green Box était chute et catastrophe à la Chambre des Lords. L'applaudissement là-bas était ici imprécation. Il sentait quelque chose comme le revers de son masque. D'un côté de ce masque, il y avait la sympathie du peuple acceptant Gwynplaine, de l'autre la haine des grands rejetant Lord Fermain Clancharlie. D'un côté l'attraction, de l'autre la répulsion, toutes deux le ramenant vers l'ombre. Il se sentait comme frappé par derrière. Le sort a des coups de trahison. Tout s'expliquera plus tard, mais, en attendant, la destinée est piège et l'homme tombe dans des choses trappes. Il avait cru monter, ce rire l'accueillait. Les apothéoses ont des aboutissements lugubres. Il y a un mot sombre, être dégrisé. Sagesse tragique, celle qui naît de l'ivresse. Gwynplaine, enveloppé de cette tempête gaie et féroce, songeait. À volo, c'est le fou rire. Une assemblée en gaieté, c'est la boussole perdue. On ne savait plus où l'on allait, ni ce qu'on faisait. Il fallut lever la séance. Le lord chancelier, attendu l'incident, ajourna la suite du vote au lendemain. La chambre se sépara. Les lords firent la révérence à la chaise royale et s'en allèrent. On entendit les rires se prolonger et se perdre dans les couloirs. Les assemblées, outre leurs portes officielles, ont dans les tapisseries, dans les reliefs et dans les moulures, toutes sortes de portes dérobées par où elles se vident comme un vase par des fêlures. En peu de temps, la salle fut déserte. Cela se fait très vite, et presque sans transition. Ces lieux de tumulte sont tout de suite repris par le silence. L'enfoncement dans la rêverie mène loin, et l'on finit, à force de songer, par être comme dans une autre planète. Gwynplaine, tout à coup, eut une sorte de réveil.
Il était seul, la salle était vide. Il n'avait pas même vu que la séance avait été levée. Tous les pairs avaient disparu, même ses deux parrains. Il n'y avait plus çà et là que quelques bas officiers de la chambre, attendant pour mettre les housses et éteindre les lampes que sa seigneurie fût partie. Il mit machinalement son chapeau sur sa tête, sortit de son banc et se dirigea vers la grande porte ouverte sur la galerie. Au moment où il franchit la coupure de la barre, un doorkeeper le débarrassa de sa robe de pair. Il s'en aperçut à peine. Un instant après, il était dans la galerie. Les hommes de service qui étaient là remarquèrent avec étonnement que ce lord était sorti sans saluer le trône. « 8. Serait bon frère s'il n'était bon fils. » Il n'y avait plus personne dans la galerie. Gwynplaine traversa le rond-point, d'où l'on avait enlevé le fauteuil et les tables, et où il ne restait plus trace de son investiture. Des candélabres et des lustres de distance en distance indiquaient l'itinéraire de sortie. Grâce à ce cordon de lumière, il put aisément retrouver dans l'enchaînement des salons et des galeries la route qu'il avait suivie en arrivant avec le roi d'armes et l'huissier de la Verge Noire. Il ne faisait aucune rencontre, si ce n'est çà et là quelques vieux lords tardigrades s'en allant pesamment et tournant le dos. Tout à coup, dans le silence de toute cette grande salle déserte, des éclats de paroles indistinctes arrivèrent jusqu'à lui, sorte de tapage nocturne singulier en un tel lieu. Il se dirigea du côté où il entendait ce bruit, et brusquement il se trouva dans un spacieux vestibule faiblement éclairé, qui était une des issues de la chambre. On apercevait une large porte vitrée ouverte, un perron, des laquais et des flambeaux. On voyait dehors une place. Quelques carrosses attendaient au bas du perron. C'est de là que venait le bruit qu'il avait entendu. En dedans de la porte, sous le réverbère du vestibule, il y avait un groupe tumultueux et un orage de gestes et de voix. Gwynplaine, dans la pénombre, approcha. C'était une querelle. D'un côté, il y avait 10 ou 12 jeunes lords voulant sortir, de l'autre un homme, le chapeau sur la tête comme eux, droit et le front haut, et leur barrant le passage. Qui était cet homme? Tom Jim Jack. Quelques-uns de ces lords étaient encore en robe de pair, d'autres avaient quitté l'habit de parlement et étaient en habit de ville. Tom Jim Jack avait un chapeau à plumes non blanches comme les pairs, mais vertes et frisées d'orange. Il était brodé et galonné de la tête aux pieds, avec des flots de rubans et de dentelles aux manches et au cou, et il maniait fiévreusement de son poing gauche la poignée d'une épée qu'il portait en civadière, et dont le baudrier et le fourreau étaient passementés d'encre d'amiral. C'était lui qui parlait. Il apostrophait tous ces jeunes lords, et Gwynplaine entendit ceci. « Je vous ai dit que vous étiez des lâches. Vous voulez que je retire mes paroles? Soit. Vous n'êtes pas des lâches, vous êtes des idiots. Vous vous êtes mis tous contre un. Ce n'est pas couardise. Bon. Alors c'est ineptie. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Ici les vieux sont sourds de l'oreille et les jeunes de l'intelligence. Je suis assez un des vôtres pour vous dire vos vérités. Ce nouveau venu est étrange, et il a débité un tas de folies, j'en conviens. Mais dans ces folies, il y avait des choses vraies. C'était confus, indigeste, mal dit, soit. Il a répété trop souvent « savez-vous, savez-vous ». Mais un homme qui était hier grimacier de la foire n'est pas forcé de parler comme Aristote et comme le docteur Gilbert Burnett, évêque de Sarum. La vermine, les lions, l'apostrophe au sous-clair, tout cela était de mauvais goût. Parbleu, qui vous dit le contraire? C'était une harangue insensée et décousue, et qui allait tout de travers, mais il en sortait ça et là des faits réels. C'est déjà beaucoup de parler comme cela quand on n'en fait pas son métier. Je voudrais vous y voir, vous. Ce qu'il a raconté des lépreux de Burton Lazars est incontestable. D'ailleurs, il ne serait pas le premier qui aurait dit des sottises. Enfin, moi, milord, je n'aime pas qu'on s'acharne plusieurs sur un seul. Telle est mon humeur, et je demande à vos seigneuries la permission d'être offensé. Vous m'avez déplu. J'en suis fâché. Moi, je ne crois pas beaucoup en Dieu, mais ce qui m'y ferait croire, c'est quand il fait de bonnes actions, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. Ainsi, je lui sais gré à ce bon Dieu, s'il existe, d'avoir tiré du fond de cette existence basse ce père d'Angleterre, et d'avoir rendu son héritage à cet héritier. Et sans m'inquiéter, si cela arrange ou non mes affaires, je trouve beau de voir subitement le cloporte se changer en aigle, et Gwynplaine en Glancharlie. Milord, je vous défends d'être d'un autre avis que de moi. Milord, je vous défends d'être d'un autre avis que moi. Je regrette que Lewis de Duras ne soit pas là. Je l'insulterais avec plaisir. Milord, Fermin Clancharlie a été le lord, et vous avez été les saltimbanques. Quant à son rire, ce n'est pas sa faute. Vous avez ri de ce rire? On ne rit pas d'un malheur. Vous êtes des niais, et des niais cruels. Si vous croyez qu'on ne peut pas rire de vous aussi, vous vous trompez. Vous êtes laid, et vous vous habillez mal. Milord Aversham, j'ai vu l'autre jour ta maîtresse, elle est hideuse. Duchesse, mais guenon. Messieurs les rieurs, je répète que je voudrais bien vous voir essayer de dire 4 mots de suite.
Beaucoup d'hommes jasent, très peu parlent. Vous vous imaginez savoir quelque chose parce que vous avez traîné vos grègues fainéantes à Oxford ou à Cambridge, et parce que, ayant d'être père d'Angleterre sur les bancs de Westminster Hall, vous avez été âne sur les bancs du collège de Gonwill et de Caius? Moi je suis ici, et je tiens à vous regarder en face. Vous venez d'être imprudent avec ce nouveau lord. Un monstre soit, mais livré aux bêtes, j'aimerais mieux être lui que vous. J'assistais à la séance à ma place comme héritier possible de Perry. J'ai tout entendu. Je n'avais pas le droit de parler, mais j'ai le droit d'être un gentilhomme. Vos airs joyeux m'ont ennuyé. Quand je ne suis pas content, j'irai sur le mont Pendle Hill cueillir l'herbe des nuées, le cloudsberry qui fait tomber la foudre sur qui l'arrache. C'est pourquoi je suis venu vous attendre à la sortie. Causer est utile, et nous avons des arrangements à prendre. Vous rendiez-vous compte que vous me manquiez un peu à moi-même? Milord, j'ai le ferme dessein de tuer quelques-uns d'entre vous. Vous tous qui êtes ici, Thomas Tufton, comte de Thanet, Savage, comte Rivers, Charles Spencer, comte de Sunderland, Lawrence Hyde, comte de Rochester, vous, baron Grey de Rolleston, Carrie Hudson, Escric, Rockingham, toi, petit Carteret, toi, Robert Darcy, comte de Holderness, toi, William, vicomte Alton, et toi, Ralph, duc de Montagu, et tous les autres qui voudront. Moi, David d'Irimoire, un des soldats de la flotte, je vous somme, et je vous appelle, et je vous commande de vous pourvoir en diligence de seconds et de parrains, et je vous attends face contre face, et poitrine contre poitrine, ce soir, tout de suite, demain, le jour, la nuit, en plein soleil, au flambeau, où et quand, et comme bon vous semblera, partout où il y a assez de place pour 2 longueurs d'épée, et vous ferez bien de visiter les batteries de vos pistolets, et le tranchant de vos estos, attendu que j'ai l'intention de faire vos périvacantes. Ogle Cavendish, prends tes précautions et songe à ta devise. Cawendo Tutus, Marmaduke Langdale, tu feras bien comme ton ancêtre Gundold de te faire suivre d'un cercueil. George Booth, comte de Warrington, tu ne reverras pas le comté palatin de Chester et ton labyrinthe à la façon de Crète et les hautes tourelles de Dunham Massey. Quant à Lord de Vaughan, il est assez jeune pour dire des impertinences et trop vieux pour en répondre. Je demanderai compte de ses paroles à son neveu Richard Vaughan, membre des communes pour le bourg de Merioneth. Toi, John Campbell, comte de Greenwich, je te tuerai comme Aaron tua Matas, mais d'un coup franc, et non par derrière, ayant coutume de montrer mon cœur, et non mon dos à la pointe de l'espadon. Et c'est dit, milord. Sur ce, usez de maléfices, si bon vous semble, consultez des tireuses de cartes, graissez-vous la peau avec les onguents et les drogues qui font invulnérables, pendez-vous au cou des sachets du diable ou de la Vierge, je vous combattrai bénis ou maudits. Et je ne vous ferai point tâter pour savoir si vous avez sur vous des sorcelleries. À pied ou cheval. En plein carrefour, si vous voulez. À Piccadilly ou Charing Cross. Et l'on dépavera la rue pour notre rencontre comme on a dépavé la cour du Louvre pour le duel de Guise et de Bassompierre. Tous, entendez-vous? Je vous veux tous. Dormeux, comte de Caernarvon, je te ferai avaler ma lame jusqu'à la coquille, comme fit Marolles à l'île Marivaux. Et nous verrons ensuite, milord, si tu riras. Toi, Burlington, qui a l'air d'une fille avec tes 17 ans, tu auras le choix entre les pelouses de ta maison de Middlesex et ton beau jardin de Londesburg, en Yorkshire, pour te faire enterrer. J'informe vos seigneuries qu'il ne me convient pas qu'on soit insolent devant moi, et je vous châtierai, milord. Je trouve mauvais que vous ayez bafoué Lord Fermain Clancharlie. Il vaut mieux que vous. Comme Clancharlie, il a la noblesse, que vous avez, et comme Gwynplaine, il a l'esprit, que vous n'avez pas. Je fais de sa cause ma cause, de son injure mon injure, et de vos ricanements ma colère. Nous verrons qui sortira de cette affaire vivant, car je vous provoque à outrance, entendez-vous bien, et à toute arme, et de toute façon, et choisissez la mort qui vous plaira, et puisque vous êtes des manants en même temps que des gentilshommes, je proportionne le défi à vos qualités, et je vous offre toutes les manières qu'ont les hommes de se tuer, depuis l'épée comme les princes, jusqu'à la boxe comme les goujats. À ce jet furieux de paroles, tout le groupe hautain des jeunes lords répondit par un sourire. Convenu, dirent-ils. Je choisis le pistolet, dit Burlington. Moi, dit Escric, l'ancien combat de Chanclot à la masse d'armes et au poignard. Moi, dit Holderness, le duel aux 2 couteaux, le long et le court, torse nu et corps à corps. Lord David, dit le comte de Thanet, tu es écossais, je prends la clé mort. Moi l'épée, dit Rockingham. Moi, dit le duc Ralph, je préfère la boxe, c'est plus noble. Gwynplaine sortit de l'ombre. Il se dirigea vers celui qu'il avait jusque-là nommé Tom Jim Jack, et en qui maintenant il commençait à entrevoir autre chose. Je vous remercie, dit-il, mais ceci me regarde. Toutes les têtes se tournèrent. Gwynplaine avança. Il se sentait poussé vers cet homme qu'il entendait appeler Lord David,
et qui était son défenseur, et plus encore peut-être. Lord David recula. « Tiens, dit Lord David, c'est vous. Vous voilà. Cela se trouve bien. J'avais aussi un mot à vous dire. Vous avez tout à l'heure parlé d'une femme qui, après avoir aimé Lord Linnæus Clancharlie, a aimé le roi Charles II. C'est vrai. Monsieur, vous avez insulté ma mère. Votre mère? S'écria Gwynplaine. En ce cas, je le devinais, et nous sommes frères, répondit Lord David. Et il donna un soufflet à Gwynplaine. Nous sommes frères, reprit-il, ce qui fait que nous pouvons nous battre. On ne se bat qu'entre égaux. Qui est plus notre égal que notre frère? Je vous enverrai mes parrains. Demain, nous nous couperons la gorge. Et c'est la fin du livre 8e, pardon. Ça sera donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro, chers amis. Ouh. J'ai mal à la gorge. J'ai très mal à la gorge, désolé. Parce qu'en gros, ce qui se passe... Pourquoi j'ai mal à la gorge? C'est quoi ce truc? Ok. En gros, j'ai très mal à la gorge parce que j'ai enregistré du chant hier, comme je vous le disais plus tôt dans le live. Donc là, je vous avoue que ça m'a explosé, surtout qu'il y avait beaucoup de moments d'énervement, quoi, des moments très énergiques. Donc je vous avoue que là, j'ai la voix dégommée. J'espère que ça va aller pour les lives qui me restent à faire dans les semaines à venir. Parce que là, ça va tuer. Ceci dit, c'était des chapitres pleins de surprises et plein de très bons passages, je trouve. Moi, perso, j'ai beaucoup apprécié. Mais je voulais avant tout remercier Petit Poulpe Dissident pour son resub. Un 3e mois, Petit Poulpe Dissident. Oh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Merci. Merci Petit Poulpe Dissident pour encore un nouveau sub. Comme je le disais tout à l'heure avec le resub de Zikael, attention les amis, j'arrête les lives le 5 juillet. Donc faites pas de sub trop proche du 5 juillet parce qu'après vous allez vous faire enfler entre guillemets quoi. J'ai pas envie de profiter de vous. Et du coup ouais, j'ai pas compris ce que tu m'as envoyé là, l'émoticône Petit Poulpe Dissident. Je savais pas qu'on pouvait... On peut envoyer des émoticônes en même temps qu'on fait un sub, c'est ça le délire? Je suppose. Je sais pas trop. Enfin bon bref. Du coup ça m'a débloqué un émoticône a priori à vie. Je sais pas trop comment ça marche. En tout cas merci Petit Poulpe Dissident. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié, comme je le disais, les chapitres de ce soir. Alors à nouveau, il y a eu pas mal de blabla historique. Et moi franchement je commence à arriver à saturation là-dessus. Surtout quand c'est... Et là je trouve ça vraiment indigeste au possible. Surtout quand c'est les personnages qui en parlent. Parce qu'autant quand c'est le narrateur ça a une certaine logique. Autant quand c'est le personnage qui commence à dire « Oh, un tel compte un tel, comme un tel en telle année, vous avez... » Enfin, genre ça semble tellement pas... Pour le coup je trouve que Victor Hugo a mal écrit certains de ses dialogues sur ce que je viens de vous lire. Parce que c'est tellement pas naturel de faire ça. C'est tellement pas naturel quelqu'un qui prend la parole en disant les choses de cette manière très comment dire, très référencé, trop référencé, enfin c'était un peu lourd je trouve. Donc voilà, ces moments-là, c'est vraiment les moments qui m'ont gâché le plaisir entre guillemets. Mais si je mets ça de côté, c'était hyper intéressant de voir la colère de Gwynplaine, sa soudaine volupté à vouloir prendre le parti du peuple, à vouloir défendre le peuple et exprimer la colère du peuple, etc. etc. J'ai trouvé ça super bien dit et super bien... Comment dire, super passionné en fait. Et justement, je trouve que, contrairement à ce qui s'est dit par la suite, avec Tom Jim Jack, etc., je trouve qu'il s'est plutôt très bien exprimé, personnellement. Je trouve que c'est un plutôt bon orateur, même si, certes, il se laisse un petit peu emporter par la colère, etc. D'ailleurs, c'est très bien vu de la part de Victor Hugo. C'est tellement vrai, ça. Tellement vrai que l'auditorat aime se foutre de la gueule de l'auditeur. Et tellement vrai que l'auditeur, quand il sent qu'il perd la main, il s'énerve.
Et en fait, ça fait que perdre encore plus la main. Ça, c'est tellement bien vu, je trouve. Enfin bon, bref. Mais sinon, j'ai trouvé ça si triste et à la fois si bien mis en scène. Euh, L'injustice sociale, en fait. Le gros délit de faciès aussi sur Gwynplaine. Mais surtout, en fait, je pense que plutôt que le délit de faciès, euh, son visage et son rire, sa grimace figée dans son visage, c'est un peu une métaphore de son rang social et c'est un peu une métaphore de l'injustice qui, je trouve, est très vraie dans la vie, à titre personnel, qui est cette sorte de d'argument d'autorité, cette sorte de suffisance et de mépris total des gens qui sont entre guillemets en dessous de nous. Ce truc qui fait que t'as du pouvoir, tu es censé être cultivé, censé être ça, enfin être tout ça, et que du coup, dès que quelqu'un de la classe basse entre guillemets dont tu te moques éperdument parce que il est pas de ton monde, il n'existe pas, ose prendre position et ose prendre parole sur des sujets qui te concernent, et bien direct. Et je trouve que c'est l'arme des faibles, mais c'est souvent l'arme des gens puissants. Directement, tu te moques. Directement, tu rigoles. Tu prends comme un argument le fait de bah c'est pas ton milieu, c'est pas ton métier, tu devrais pas parler de ça, etc. T'y connais rien, machin. Enfin, je trouve ça un crève-cœur de ouf. Je trouve ça fend le cœur de voir Gwynplaine si passionné à défendre sa cause se faire totalement ridiculiser, humilier, mépriser à ce point. Et ouais, je trouve que ça, c'est une parfaite métaphore de quelque chose qui est très vrai IRL, je trouve, et qui est, à mon sens, très très triste. Très très triste. Et du coup, la suite des chapitres était aussi assez intéressante, puisque par la suite, Tom Jim Jack, qui prend quelque part la défense de Gwynplaine, je trouve ça assez cool et assez inattendu pour le coup. Mais c'est cool. Justement, je me disais, putain, il y a aucun lord qui est d'accord avec lui, c'est quand même bizarre. Je me disais, il y en aura au moins un excentrique qui devrait être d'accord avec lui. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir que Tom Jim Jack ou Lord David Dirry-Moir ait pris sa défense, mais à la fois, retournement de situation que je n'avais pas vu venir du tout. Alors le fait qu'ils soient frères, bon ça on s'en doutait déjà pas mal, mais voilà là, la confirmation entre guillemets qu'ils sont frères, et surtout, et surtout, le duel, et ça je l'ai pas vu venir du tout pour le coup, c'est même, enfin c'est même très étonnant parce que Lord Dirry-Moir qui prend la défense de Gwynplaine au point de se mettre en porte-à-faux avec tous les autres lords, et qui finit par se retourner contre Gwynplaine en disant bah vous avez insulté ma mère donc paf, duel. Enfin, c'est un truc de fou je trouve. C'est un truc de fou et apparemment c'est un duel vraiment vraiment à mort. Hein. De toute façon à cette époque-là je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que duel à mort. Donc ouais, je suis très très curieux de voir comment se passe la suite du roman là. J'ai beaucoup apprécié. Et la suite, ce sera donc le livre 9ème que je vous lirai vendredi. Alors attendez, je vais regarder rapidement si j'arrive à trouver. Ah, ah mince, conclusion c'est pas là. Attendez. Ta, 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 ta. Alors, le livre 9ème fait moins de 30 pages, ok. Et la conclusion fait 762, donc ça fait 30 pages. Ok. Donc là, en gros, j'ai deux... Enfin, il reste le livre 9ème qui fait un peu moins de 30 pages, et la conclusion qui fait à peu près 30 pages. Donc, soit je ferai deux lives courts, c'est-à-dire soit vendredi, je vous lis le livre 9ème, et lundi, la conclusion. Et mardi, pardon, la conclusion.
avec des lives qui dureront une heure, une grosse heure je pense. Ah, quoique ça fera une petite heure en fait, je sais pas trop. Soit je vous lis le livre 9ème et la conclusion d'une traite en un live, ce que je pense faisable, à part si ma voix revient pas, parce que je me la suis vraiment éclaté hier à faire l'enregistrement, et là ce soir, vraiment sur la fin, j'en pouvais plus. Donc j'espère que la lecture vous a été agréable malgré tout. Ouais. En plus c'était très compliqué avec les listes de noms à l'infini là, j'en pouvais plus, c'était terrible. Donc voilà, vous savez le programme quoi, grosso modo, soit il y a un livre vendredi avec livre 9ème conclusion, soit je vous fais seulement le livre 9ème et la conclusion mardi. Voilà. Ça dépendra, en fait je pense que je vais pas prendre la décision, et que ça dépendra de l'état de ma voix vendredi. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilou, comme ça vous savez c'est quand la suite. L'album exactement Zikal. Exactement. Vous savez quand est la suite. Je pense avoir tout dit, je pense ne pas avoir envie de faire durer ce live plus que de raison et commencer à me répéter, donc je pense vous dire bonne nuit. En plus demain j'ai un rendez-vous, faut pas que je me couche trop tard. Enfin bon ça n'a rien à voir et puis je veux pas me coucher maintenant anyway, mais bref. Du coup, prochain rendez-vous de lecture, potentiellement pour la fin de l'œuvre, vendredi à 21h. Et sinon, prochain rendez-vous de la semaine, bah demain en fait, demain à 21h, si tout va bien, pour la découverte de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves. Voilou. Encore merci pour les resubs, Zikael, So Famous et Petit Poulpe Dissident. Merci pour le follow, Black Butler Life. Et merci à tous ceux qui sont passés, vous êtes pas mal à être passés, ça fait plaisir. Merci les couteaux portes, Zikael, Petit Poulpe, Blackbird, Black Butler, pardon. Loon. Je crois que j'ai à peu près dit tout le monde, je sais plus. Enfin bon, bref. Merci à vous tous, ça me fait plaisir. Merci aussi ceux qui ont regardé en rediffusion. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike selon votre appréciation, à laisser des commentaires sur la lecture, sur le live dans sa globalité. N'hésitez pas, je le rappelle, à checker le Discord si vous voulez participer aux Jeux vidéo olympiques le 5 juillet. Et écoutez, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir là-dessus. J'ai du mal à animer ce live, hein, c'est terrible. Bref, trêve de bavardage. Je me tais. Je pars en off. Bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.